Bonjour, si vous suivez ces vidéos régulièrement, vous avez vu à quel point finalement la grosse ornière de la pensée moderne, c'est la fixation sur les symptômes. Alors j'insiste lourdement là-dessus, mais je pense que c'est vraiment là où il y a une rupture fondamentale entre ce qui est présenté dans ces vidéos et ce qui fait le modèle ambiant, c'est cette focalisation commune sur le symptôme. À tous les niveaux, au niveau du corps, au niveau de la société, au niveau du système éducatif, au niveau du système économique. On focalise en permanence sur le symptôme et souvent, quand je parle avec des personnes, elles sont surprises de se rendre compte que finalement, la compréhension du symptôme est juste inverse par rapport à ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire qu'actuellement, souvent, l'absence de symptômes est un signe de bonne santé et la présence de symptômes est un signe de mauvaise santé, tel que c'est compris, alors que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans un contexte où finalement il y a des atteintes, des pollutions, de la congestion qui arrive dans un corps, l'absence de symptômes est un signe de mauvaise santé, la présence de symptômes est un signe de relativement bonne santé. C'est-à-dire que tant que le corps se rebelle encore contre l'intoxication permanente qu'on lui impose, ça veut dire qu'il y a encore cette force-là dans l'individu. Quand il cesse de se rebeller contre cette intoxication permanente, alors à ce moment-là, l'accumulation va à une vitesse bien supérieure. Donc, c'est cette méconnaissance du sens du symptôme, c'est cette hyper-focalisation sur le symptôme qui en fait n'est pas vraiment important, qui est une expression individuelle, circonstancielle, on va dire, donc dépendante des circonstances, d'un problème de terrain. C'est en cela souvent que je pars un petit peu en... le terme de guerre n'est pas du tout adapté, mais que je m'élève contre certaines approches un petit peu trop psychologisantes du trouble physique, dans lequel on me dit, voilà, c'est les émotions qui créent ta maladie, et ainsi de suite. Alors effectivement, une émotion crée un phénomène d'acidification si en fait il y a un stress lié à cette émotion. C'est pas l'émotion en elle-même, mais s'il y a une réaction de stress, effectivement il y a des mécanismes dans l'organisme. Mais quand on me parle ensuite finalement de tout ramener à l'émotion et au vécu émotionnel, au vécu de la personne, à la limite je dis ben voilà, ça va conditionner la manifestation du symptôme, mais ce symptôme n'apparaîtra que parce qu'il y a un terrain propice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de cancer qui apparaissent dans des tissus qui soient alcalins. Je veux dire, tout ça, ça n'apparaît que dans des terrains acides. Alors on aura beau avoir n'importe quelle histoire de vie, si le terrain est alcalin, eh bien il n'y aura rien qui se manifestera. Alors effectivement, la difficulté, c'est que souvent si l'histoire de vie elle est chaotique, eh bien à ce moment-là, il y aura eu du stress, il y aura eu de la coercition, il y aura eu des contraintes qui auront fait qu'il y aura eu une acidification. Mais si la personne corrige son terrain, c'est-à-dire qu'une personne qui a eu un début de vie chaotique à tous les niveaux, émotionnel, alimentaire, circonstanciel, toutes les circonstances de vie, et donc qui a été conduite à une forme d'acidification, et si ensuite elle corrige son terrain en apportant une surabondance de minéraux, au travers des jus, d'un régime physiologique, du soleil, du sommeil, enfin vous connaissez la ritournelle, eh bien à ce moment-là, elle aura beau ne rien changer à ce qui a été son passé, dans l'absolu, c'est-à-dire son père lui a fait ceci, sa mère lui a fait ceci, son oncle, sa tante, son école, elle a vécu ça à 12 ans ou à 13 ans, et si le terrain est alcalin, eh bien il n'y aura plus rien qui se manifestera. Donc c'est pour ça que pour moi les circonstances de vie sont finalement relativement peu importantes, parce qu'il y a une chose sur laquelle on peut travailler. Circonstances de vie, elles sont multiples, elles sont complexes, on ne connaît pas toutes leurs intrications, alors qu'il y a une chose sur laquelle on peut travailler là, qu'on a directement sous la main, c'est le terrain. Donc travailler sur le terrain est pour moi une priorité, vraiment priorité des priorités, travailler sur le terrain, et à ce moment-là, eh bien, toutes nos histoires, nos petites historiettes, elles s'en vont. Pour ça que souvent, moi, quand quelqu'un vient me voir et puis commence à me raconter sa vie, ok, en pratique tu es acidifié et il s'agit de corriger ça, le reste, pas si important que ça. Alors, on va se lancer dans une question-réponse. On va pas faire une introduction trop longue aujourd'hui. On va se lancer dans un question-réponse. Toujours pareil, pour explorer encore et encore tous ces phénomènes, pour aller vraiment voir en détail exactement eh bien, ce qui se passe quand l'acidification commence à monter. Les multiples expressions. Parce que c'est toujours pareil. Ces vidéos ne seraient pas nécessaires si on n'était pas complètement imprégné, ensuqué dans cette culture du symptôme. Et cette culture du symptôme qu'on nous a donnée dès notre plus jeune âge,
que l'on ne questionne même pas ou que l'on questionne difficilement, tellement elle nous a été présentée comme une absolue normalité, comme quelque chose qui tient du dogme, que l'on ne questionne pas. C'est assez amusant d'ailleurs parce que on est prompt à arguer du mot de dogme immédiatement, hein, dès qu'une pensée alternative apparaît. Vous savez, c'est les mots, tout de suite, on croit avoir dit quelque chose, on dit secte, on dit dogme, on dit gourou, enfin voilà, c'est une espèce de mots à la mode, on ne connaît même pas le sens qu'il y a derrière, il y a un sens réel, sémantique, juridique derrière ça, mais on parle de dogme immédiatement. Et ce qui est amusant vraiment, c'est que les partisans de ce type de propos sont ceux qui sont là complètement imprégnés dans le dogme ambiant. Le dogme ambiant qui est un dogme symptomatique et qui nous a été présenté donc depuis notre plus jeune âge comme finalement un modèle qui est inquestionnable. Tout comme l'évolutionnisme a été présenté comme inquestionnable, comme le pasteurisme a été présenté comme inquestionnable, eh bien le symptomatisme a été présenté comme inquestionnable. Ce sont des choses qui sont des paradigmes, des dogmes, là pour le coup des dogmes extrêmement lourds, qui sont imprégnés à tous les niveaux de notre société, que la société reproduit encore, et donc le dogme est là. Et il s'agit vraiment d'arriver à briser ce dogme. Toutes ces questions-réponses sont là pour ça, pour briser ce dogme. Non pas briser le dogme pour briser le dogme, mais briser le dogme pour voir s'il n'y aurait pas un autre modèle à tester, à proposer et à tester, et goûter les fruits. Parce que notre adhésion au dogme, elle n'est pas nécessaire. Je veux dire, c'est pas un dû. Hein. On ne doit pas faire allégeance à un dogme. On adopte un modèle s'il apporte les fruits, que l'on attend de lui. Le problème, c'est que si ce modèle est l'unique modèle qui nous a été présenté depuis notre enfance, si ce modèle est l'unique modèle ou le quasi-unique modèle qui est véhiculé à l'intérieur même de la société par les institutions éducationnelles et ainsi de suite, eh bien à ce moment-là, le modèle devient un dogme. Et donc on n'est plus dans un modèle, on est dans un dogme et on confond modèle et réalité. C'est bien la difficulté. Et donc les questions-réponses, eh bien, on essaye d'explorer tous ces domaines à notre humble mesure. On essaye vraiment de poser la question, par rapport au modèle et d'essayer de proposer une petite autre explication, une petite autre regard, et puis d'adopter une attitude qui soit en rupture avec cela, et une attitude qui va apporter des fruits, qui va vraiment apporter des fruits. Si vous découvrez ces vidéos, je vous encourage toujours de la même façon à aller consulter le livre d'or. Le livre d'or, qui en fait est un livre rempli de belles histoires, qui pourrait tout autant être constitué de mauvaises histoires, puisqu'il n'y a aucune modération qui est exercée sur les témoignages, et pourtant ce sont pour la plupart, il y a quelques témoignages qui sont un petit peu plus nuancés, mais qui sont pour la plupart des histoires fantastiques, de personnes qui avaient renoncé à aller mieux, qui avaient renoncé à voir telle ou telle difficulté disparaître, qui avaient complètement renoncé, et qui pourtant d'un seul coup ont découvert un autre possible à travers simplement un changement de modèle. Donc c'est ce changement de modèle qui est fondamental, c'est ce passage finalement du symptomatique au global, au terrain, considérer qu'en fait, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de difficultés qui apparaissent sur un terrain qui n'est pas un terrain globalement acide. C'est tout. Alors, on va prendre les questions. On commence par quoi? Eh bien, tenez, je vois corps acide. Une question de David. Cela fait un moment que j'ai une alimentation à 70-80% crue. Super. Dernièrement, l'iridologue a dit que j'avais sûrement un candidat albicans, que j'avais des difficultés à digérer, que les intestins étaient fragiles. C'est pas étonnant, je partage ça certainement avec une bonne partie de la population. Suite à cela, j'ai décidé de ne rien changer à mon alimentation riche en fruits et en légumes et quelquefois des légumes à la vapeur. Okay. Récemment, je suis allé voir un chiropraticien qui, là, a dit que mon organisme est acide et que je devrais mieux changer d'alimentation pour ne pas que ça continue d'empirer. Mais je ne comprends pas, pourtant j'ai une alimentation basique dite alcaline. Mon corps n'assimile plus les aliments. Alors, déjà j'aimerais bien savoir sur quoi le chiropraticien s'est basé pour déterminer que tu étais en acidité. On comprend. Je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple possible. Tu as une alimentation qui est extrêmement alcalinisante. Si tu as une alimentation qui est basée sur les fruits et les légumes, tu as l'alimentation la plus alcalinisante que l'on puisse imaginer. D'accord? Donc effectivement, s'il y a de l'acidité dans ton corps, l'alimentation que tu as actuellement est la plus à même de répondre à ce problème d'acidité. Donc
arrêter cette alimentation parce qu'il y aurait de l'acidité dans ton corps, ça me paraît complètement inapproprié. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que la maladie, au sens tel qu'on l'entend, qui en fait souvent qu'une entrée de produits toxiques dans le corps, eh bien, il y a une première phase dans laquelle finalement on est en intoxication, c'est-à-dire qu'on mène un mode de vie qui est inadéquat, et à ce moment-là, il y a des produits inadéquats qui passent dans l'organisme. Et il se trouve qu'il y a des manifestations lors de cette entrée qu'on appelle des manifestations de toxicité à l'échelle du corps. Et puis il va y avoir un moment où on découvre le message hygiéniste, par exemple, et à ce moment-là, on se lance dans un régime beaucoup plus basé sur les fruits et les légumes, qui va induire des réactions de nettoyage dans l'organisme. Et donc, symboliquement, c'est comme si ces toxines, enfin, c'est pas comme si, c'est exactement ça, qui vont commencer à ressortir de l'organisme. Et on va voir apparaître souvent, parfois, pas toujours, mais assez souvent, des symptômes assez similaires aux symptômes qu'il y avait quand ces produits toxiques sont rentrés dans le corps. Sauf que là, on est en train de les évacuer. S'il y a de l'acidité dans le corps liée à un régime qui est globalement alcalinisant, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Que ce régime globalement alcalinisant est aussi un régime détoxifiant qui va remettre en circulation les produits acides qui étaient stockés dans le corps et qu'il s'agit avant tout de les éliminer. Donc c'est pas du tout en stoppant ce régime alcalinisant, parce que là ça va être catastrophique, et en se réintoxiquant. Je veux dire, le chemin de la détoxination, du nettoyage, est un chemin absolument nécessaire. Je veux dire, il n'y a pas de démarche de santé qui ne passe par cette démarche-là. Je sais que on peut dire souvent, mais qu'est-ce que c'est que cette obsession du nettoyage? Qu'est-ce que c'est? Et c'est pas pour rien que dans les plus grandes traditions, eh bien, la focalisation maximale est donnée sur ces processus de nettoyage. On parle de jeûne chez les chrétiens, on parle de nettoyage chez les grands yogis, dans l'Ayurveda, on parle de nettoyage en permanence, on parle de nettoyage dans l'islam, on parle de nettoyage partout. C'est-à-dire toutes ces grandes traditions spirituelles, philosophiques, elles parlent de nettoyage avant tout. C'est pas pour rien. Pas pour rien, c'est parce qu'on ne nous a pas attendu pour que l'homme soit, faut qu'il y ait en tout cas dans l'histoire humaine des gens capables de comprendre quels sont les besoins réels du corps. Faut pas se leurrer, c'est très ancien comme tradition, mais la fonction de nettoyage est primordiale. Donc quelque part, il n'y a pas de façon de l'esquiver. Hein. Toute démarche de santé passera par ce nettoyage. Donc toute démarche de santé passera à un moment par un relargage des acides à l'intérieur du corps. En ayant une alimentation alcalinisante, tu vas permettre premièrement de neutraliser ces acides au maximum, deuxièmement eh bien, de renforcer le fonctionnement de tes émonctoires de manière à ce que cette acidité sorte. Et c'est pour ça que le fonctionnement émonctoriel, la qualité du fonctionnement émonctoriel est primordiale pour que ces acides sortent. C'est pour ça que j'insiste autant sur déjà une alimentation physiologiquement adaptée à l'être humain, et particulièrement pour les personnes qui ont le système nerveux fatigué, mais en fait pour tout le monde, parce que tout le monde est peu ou prou en fatigue nerveuse d'une certaine manière, eh bien soutenir le fonctionnement de ces émonctoires, activer le péristaltisme intestinal, parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que nos intestins actuellement, ils ne fonctionnent la plupart du temps que par surcharge. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de matière à l'intérieur que ça avance. Ça devrait avancer par péristaltisme, c'est-à-dire propagation d'une onde nerveuse qui permettrait qu'on ait autant de sels que de repas sur la journée. Et finalement, on est tellement épuisé que ce qui fait avancer les sels, c'est juste qu'il y en a beaucoup qui s'accumulent. On est constipé, je vous avais dit l'étymologie de ce mot, constipare, ça veut dire grouper ensemble. Hein, et donc, au lieu d'avoir une selle à chaque repas, on va avoir 3-4 repas qui vont se condenser en une énorme selle, et celle qui va pousser tellement fort que ça va sortir. Et là-dedans, le péristaltisme normal n'est plus présent. C'est pour ça que le balayage intestinal est une priorité. Et c'est pour ça que je recommande souvent d'utiliser des mélanges de plantes médicinaux, comme le balai intestinal, comme le mélange pour les reins, comme le mélange pour la lymphe au minimum, comme le mélange pour les glandes endocrines, simplement pour soutenir ce fonctionnement d'élimination. Mais oui, ton alimentation est la mieux à même de t'apporter une alcalinisation massive. Cette acidité qui serait présente dans ton organisme, si tant est qu'elle soit présente, ne serait que la résultante de la libération des déchets. C'est une très bonne chose. Ton alimentation est la mieux à même finalement bien de venir résoudre cette difficulté, et l'élimination devrait aller de pair. C'est juste ça. Après, je te dis, il faut aller vérifier aussi, parce que on te dit oui, tu es acide, oui, tu es alcalin et tout. Ça se mesure. Il y a des critères. En iridologie, on le voit très très bien. Alors, ensuite, puisqu'on est dans l'acidité, je vois une question sur la gastrite de Pierre.
Bonjour Thierry l'équipe, je t'évite tout l'historique, je vais au plus vite, mais j'ai besoin d'aide à cause d'une grosse gastrite avec reflux qui m'empêche de respirer et me donne des palpitations. J'ai perdu 7 kilos début juillet très rapidement et depuis début août, je tourne au jus, psyllium, huile de ricin en cataplasme, mais les crises continuent. J'étais un gros sportif avec pratique quotidienne, muscu, VTT, autres, et aujourd'hui je ne peux plus rien faire ou quasi plus rien faire. Le vinaigre de cidre de pomme avec l'acide malique m'aide énormément, mais j'aimerais avoir des conseils pour en finir sans prendre d'inhibiteurs de pompe à protons qui me donnent mal au crâne. Merci pour tout Thierry. Alors les inhibiteurs de pompe à protons, ce sont des classes de médicaments qui sont censés diminuer l'acidité de l'estomac. Alors, les reflux gastro-œsophagiens, les RGO, donc les reflux acides, quelque part c'est l'acide chlorhydrique de l'estomac qui remonte au niveau de l'œsophage et qui vient nous brûler entièrement l'œsophage. Alors il y a un sphincter entre l'œsophage et l'estomac. Donc déjà la première des choses qui vient en tête quand on parle de reflux acide, c'est contraction du sphincter. Pourquoi est-ce que le sphincter ne se contracte pas de manière adéquate? Déminéralisation et épuisement. Déminéralisation pour la conduction de l'influx nerveux, épuisement pour simplement la tonicité nerveuse de tous les muscles de l'organisme. C'est ce qui va faire que le péristaltisme intestinal va être ralenti, c'est ce qui va faire que les sphincters ne vont pas se fermer de manière adéquate. Donc la première des choses à laquelle on pense, c'est fatigue. Tu me dis que tu étais un gros sportif avec pratique quotidienne, peut-être, je ne connais pas ton histoire, mais peut-être que là il y a du surentraînement. J'ai vu des sportifs présenter des RGO, des reflux gastro-œsophagiens, juste après des périodes de surentraînement. Il fallait vraiment qu'ils se reposent de manière à ce que leur sphincter fonctionne de manière adéquate. Ça, c'est la première des choses. Quand on prend des inhibiteurs de pompe à protons, on diminue l'acidité stomacale. Or, l'acidité stomacale, elle répond à une finalité, la digestion des protéines, une partie de l'hydrolyse et du travail de digestion des lipides et la digestion des celluloses complexes sur les légumes. Donc, pour quelqu'un qui aurait des reflux gastro-œsophagiens, la première des choses que je ferais, peut-être, je limiterais le besoin de produire de l'acide chlorhydrique en limitant ces classes d'aliments, c'est-à-dire en limitant les produits animaux. Pourquoi est-ce qu'on a une acidité dans l'estomac? C'est parce qu'en permanence on balance des produits animaux dans l'organisme. Alors là c'est pas ton cas, je le sais, mais c'est parce qu'on balance en permanence des produits animaux dans l'organisme et que finalement l'organisme humain n'est pas fait. Autant avec de l'acide chlorhydrique on peut digérer une petite quantité de produits animaux, mais on ne peut pas en digérer une quantité régulière, quotidienne, 2 fois, 3 fois par jour, c'est du délire complet. Premièrement, diminuer aussi les matières grasses, ne garder en tout cas que les plus digestes comme les fruits gras, avocats, noix de coco, éviter les noix qui ont un contenu protéique plus important, et puis éviter les celluloses un petit peu trop dures, c'est-à-dire les légumes racines, les enveloppes cellulosiques un petit peu trop dures sur tous les grains par exemple, et bien éviter ça pour éviter finalement cette nécessité de production, d'hyperproduction d'acide chlorhydrique, en attendant que le sphincter fonctionne de manière adéquate. De toute façon, quand on parle de reflux acide. Le reflux acide, à partir de l'estomac, puisque l'acidité elle est dans l'estomac, quand on parle de l'acide chlorhydrique de l'estomac, on verra tout à l'heure qu'on peut aller beaucoup plus loin. Mais le reflux, il va monter soit vers le haut, soit vers le bas. Si on a de l'acidité de l'estomac qui passe vers le bas, pourquoi? Simplement parce que le pancréas, normalement, doit produire du bicarbonate de soude. Si le pancréas est complètement congestionné, il ne va pas produire assez de bicarbonate de soude pour neutraliser l'acide de l'estomac, et cet acide va venir endommager les intestins. Si ça remonte vers le haut, c'est que le sphincter gastro-œsophagien, là, il ne se ferme pas de manière adéquate. S'il ne se ferme pas de manière adéquate, c'est comme tous les sphincters de l'organisme, déminéralisation et épuisement. Donc c'est ces deux sphères que j'irai checker pour ma part, en questionnant aussi ma consommation d'aliments qui peuvent nécessiter la production d'acide chlorhydrique. De ce côté-là, je suppose que tu es OK. Une chose à laquelle je pense aussi, c'est que j'apporterai du sodium, puisque le sodium est vraiment le minéral qui est en jeu quand on parle de neutraliser l'acide chlorhydrique juste au niveau de l'estomac. Tu es peut-être en carence de sodium à ce niveau-là, de sodium biodisponible, non pas de sel sorti de la salière du sel de Guérande, mais du sodium biodisponible. À ce moment-là, peut-être qu'une cure d'eau de mer, ou sous forme de plasma de Quinton, toujours ramenée à l'isotonie, 1/3 d'eau de mer, 2/3 d'eau plate, la moins minéralisée possible, cette cure de sodium directement biodisponible pour avoir un effet très favorable sur ton estomac. Ça c'est une piste, je pense, qui est bonne
qui est bonne à aller chercher. Après, l'une des autres questions, c'est est-ce que ces reflux acides ne viennent pas de plus profond, hein? Parce que souvent, on s'arrête à l'estomac, mais il arrive très très fréquemment que ces reflux acides, ils remontent de beaucoup plus bas, c'est-à-dire directement de la zone intestinale, la zone qui est parmi les plus acides de l'organisme. Pourquoi? Parce qu'elle est parmi les plus congestionnées et qu'il y a donc énormément de champignons, de levures qui prolifèrent sur toutes ces congestions, sur tous ces dépôts, et que ces champignons et ces levures, eh bien, ils produisent de l'acide. Acide sulfurique en grande partie, acide urique aussi, hein. Et donc, en plus de l'alimentation acidifiante qui vient acidifier toute cette zone, et donc souvent les reflux acides, eh bien, ils remontent directement de tous nos intestins dans l'estomac et dans l'œsophage. Donc il y a fatigue, il y a congestion des intestins, c'est autant de pistes. Moi, ce que je te dirais à titre personnel, tu as perdu du poids, je doute que ce soit la consommation de produits animaux qui soit en cause, puisque tu as changé ton régime alimentaire d'après ce que je comprends. J'y vois la fatigue en grande partie. Alors le vinaigre de cidre, donc là on peut dire quelques mots sur le vinaigre de cidre. Oui, le vinaigre de cidre est fortement alcalinisant, contrairement au vinaigre de vin, hein, l'acide acétique. Ce n'est pas du tout le même acide, c'est un acide malique. Alors en fait, il est alcalinisant, il a une réponse alcaline sur le corps. Il est surtout excellent parce que c'est un acide faible, très doux, et qui va venir dissoudre pas mal de dépôts, qui va venir nettoyer les tissus de l'organisme de façon assez efficace. Moi, je trouve que c'est un produit qu'on peut intégrer en petite quantité de manière assez anodine dans le régime. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient. Et dans certaines pathologies, effectivement, quand il y a des reflux acides, je sais que le vinaigre de cidre aide beaucoup. Il faut prendre un vinaigre de cidre cru, non pasteurisé, non filtré au maximum, avec la mer, hein, avec le champignon finalement, hein, qui soit au fond de la bouteille. Là, vous serez sûr d'avoir un produit le plus naturel possible. En fait, c'est toujours pareil. Si ça sort de quelque part, si ça sort de l'estomac, c'est parce que ce muscle sphincter, hein, qui est un muscle lisse, ne se contracte pas. Pourquoi est-ce qu'il ne se contracte pas? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'il ne se contracte pas de manière adéquate? Pourquoi est-ce qu'il y a tout cet acide qui remonte? Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être trop d'acide? Parce que cet acide n'est pas neutralisé, parce que cet acide est généré en réponse à un régime alimentaire inadéquat. Pour ta part, je ne pense plus que ça soit le cas. Alors peut-être régénérer de plus bas. Et ensuite, pourquoi ce sphincter ne se ferme pas? Pourquoi est-ce que ce muscle lisse ne se contracte pas? Tout simplement parce qu'il n'y a pas les bonnes conditions du système nerveux et des minéralisations. Quand tu parles de palpitations cardiaques, je doute qu'elles soient en lien direct. C'est-à-dire qu'on voit deux symptômes apparaître de manière concomitante et on en déduit que finalement, eh bien, l'un et l'autre sont directement liés et sont la conséquence de l'autre. Non, ce sont deux symptômes qui apparaissent en réponse à un terrain déminéralisé. S'il y a des palpitations cardiaques, c'est aussi un signe fort d'épuisement. Vraiment un signe fort d'épuisement. C'est-à-dire que quand le rythme cardiaque commence à faire un petit peu n'importe quoi, c'est un signe de faiblesse des glandes surrénales. Ça, c'est assez classique. Voilà, donc j'espère que ça t'aura donné des pistes, Pierre, pour y répondre. Repos, reminéralisation à TOC, peut-être sérum de Quinton. Voilà comment je m'y prendrai. Alors, une question de Laura. Règle douloureuse. Bonjour, j'ai 22 ans. J'ai intégré pas à pas et naturellement l'alimentation vivante en mars. Super. Super, ça fait pas très sérieux. Super. Ouais, je me suis passablement blessé la main avec, je pense, a priori, au moins une ou deux fractures des phalanges. En tout cas, le petit doigt et le précédent là sont fracturés. Donc pour faire bravo, ça va être du bravo comme ça. C'est là où on se rend compte qu'une main droite, ça sert sérieusement. C'est extrêmement handicapant, c'est stupéfiant. Alors, bonjour, j'ai 22 ans et j'en intégrais pas à pas et naturellement l'alimentation vivante en mars. Depuis que je ne consomme que des fruits et légumes crus, j'équilibre les deux afin de ne pas...
Depuis, je ne consomme que des fruits et légumes crus. Super. J'équilibre les deux afin de ne pas bousculer mon organisme avec la détox. D'accord, tu équilibres les fruits et légumes. Ok. Avant ça, je n'avais pas de problème ou maladie particulière. Super. Depuis plusieurs mois, mes règles deviennent douloureuses. Je ne connaissais pas ce problème avant. Je ne prends pas de moyens de contraception hormonale. Pourriez-vous m'éclairer sur ce qui se passe dans mon organisme? Peut-être est-ce simplement dû au changement de mon corps ou éventuellement un aliment qui pourrait me manquer. Je vous remercie, surtout merci à vous. Cette alimentation a été une véritable révélation et me permet de m'élever chaque jour un peu plus. Bon courage à toute l'équipe. Super, merci Laura. Merci, merci. Alors, l'aliment qui peut nous manquer, alors ça, tout de suite, tu peux tracer une croix dessus. Ce mythe de l'aliment, du produit spécifique qui nous manque pour arriver au résultat et ainsi de suite, c'est un leurre. D'accord. La santé, c'est une affaire globale, c'est jamais l'affaire d'un seul produit, d'un seul complément, d'une seule vitamine, d'un seul. Ça, c'est arnaque complète. Par contre, à quoi servent les règles? Ah ouais, parce que ça sert à quelque chose. Dans la femme, ça a une finalité. Les menstruations ont une finalité. C'est un processus d'élimination majeure du corps. Qu'est-ce que ça veut dire processus d'élimination majeure? C'est-à-dire que c'est un moment où la femme a la possibilité d'évacuer d'un seul coup énormément de produits toxiques. Tu as changé ton alimentation, c'est-à-dire que tu as donné à ton corps la possibilité de venir nettoyer les tissus profonds de l'organisme, c'est-à-dire de venir chercher les toxines qui étaient ensevelies sous des couches et des couches et des couches, et qu'on avait rangées là bien précautionneusement. Dès lors, tu as une charge toxique plus importante à faire sortir au jour le jour, et particulièrement pour une femme, par le biais des menstruations. Ces menstruations douloureuses, elles ne sont que le signe d'un processus de détoxination qui ne passe peut-être pas assez au quotidien par les autres émonctoires, c'est-à-dire la respiration à valeur minimale, plutôt les intestins et les reins. C'est toujours pareil, filtrer, il faut que ça filtre au niveau des reins, il faut que ça passe au niveau des intestins, favoriser le balayage intestinal, favoriser la filtration rénale et l'élimination par les reins, et à ce moment-là, il y aura moins de charges toxiques et acides. Pourquoi est-ce que les règles sont douloureuses? Parce que les règles contiennent une grande quantité, parce que les menstruations contiennent une quantité plus grande de produits acides à évacuer. Alors c'est bien, ça évacue, mais c'est douloureux. Si tu veux éviter cette douleur, eh bien, il faudrait évacuer un peu plus au quotidien. Et là, toujours pareil, eh bien, la priorité, des priorités, c'est avoir des reins qui filtrent enfin cette lymphe, avoir une urine qui ne soit pas une urine transparente, mais une urine qui est jaune paille et qui contient du sédiment, c'est-à-dire qui est trouble. Ça prouve qu'on est en train de filtrer réellement la lymphe, qu'on est en train de nettoyer profondément les tissus et les fluides de l'organisme, et avoir un balayage intestinal suffisant, au besoin en l'aidant avec des plantes, avec du psyllium, avec des lavements, de manière à ce que ça élimine, de manière à ce que la charge toxique sur la fonction émonctorielle des règles soit moins importante. Mais quand on parle de douleur menstruelle, on parle uniquement d'évacuation. Les règles, c'est fait pour ça. C'est fait pour évacuer des produits. Pourquoi est-ce que c'est douloureux? Parce que la charge toxique véhiculée par ces menstruations est trop importante. Donc, c'est pas gravissime, mais tu peux te l'éviter en faisant autrement, c'est-à-dire en dérivant vers d'autres émonctoires. Alors, ça me concerne comme message, je ne sais pas pourquoi il a été mis là. Hop, excusez-moi. Voilà. Pourquoi des jus dans un appareil? Tiens non. Pourquoi faire des jus? Ne peut-on pas utiliser, c'est une question de... J'ai pas... Ah si, Alice ou Thérèse, je ne sais pas, j'ai les deux prénoms. Pourquoi faire des jus? Ne peut-on pas utiliser les fruits et les légumes naturellement en les mâchonnant et n'avaler que le jus par exemple, ou les écraser et les passer dans une passoire pour les mélanger ensuite, car l'extracteur est beaucoup trop cher pour moi qui vis sous le seuil de pauvreté. Alors, les écraser et les passer dans une passoire, je te déconseille, le rendement va être médiocre, vraiment médiocre. Par contre, alors déjà, oui, on peut très bien extraire le jus des produits en mâchonnant les produits et en recrachant la fibre. C'est même un moyen extraordinaire parce qu'en plus tu as une très bonne imprégnation par l'amylase salivaire, ça prend beaucoup de temps, mais c'est une bonne solution. Quel est l'intérêt des jus? L'intérêt des jus, c'est d'apporter une grande quantité de minéraux sans avoir la question des fibres et sans y passer trop de temps. J'imagine que si tu commences à mâcher, eh bien finalement tu vas
tu vas soit les ingérer et à ce moment-là rapidement tu vas être saturé par la quantité de fibres importante, soit finalement tu vas mettre un temps fou et ça ne répondra pas exactement à la finalité. C'est pour ça que je suis toujours un partisan plus que jamais des jus de légumes, des jus de fruits de légumes, mais principalement des jus de légumes, parce que pour reminéraliser, c'est quelque part, vu le déséquilibre de la balance minérale, c'est le seul moyen d'y arriver de manière assez efficace. Après, est-ce qu'on peut vivre sans extracteur de jus? Bien évidemment. Est-ce qu'on peut fonctionner sans extracteur de jus? Bien évidemment. Plus une personne sera minéralisée à la base, et plus elle est en position de s'en passer. Donc, dans l'absolu, tout le monde peut s'en passer. On n'est pas né avec un extracteur de jus. Enfin, si on est né avec un extracteur de jus, il est embarqué. C'est la fonction digestive qui sépare les fibres des liquides nutritifs. Ça, c'est évident. Quand on est en état de déminéralisation, quand il s'agit de répondre à cette finalité, toute mon expérience me porte à penser et à affirmer que rien n'équivaut à l'extracteur de jus. Alors après, pour acquérir un extracteur de jus, il y a des tas de moyens, on a des soutiens, il y en a d'occasion, on peut acheter une centrifugeuse pas chère pour commencer. Il y a même des modèles manuels que tu trouveras facilement sur le net qui ne sont pas très très chers et qui permettent de commencer avec très très peu de moyens. Donc j'espère que ça pourra répondre. On peut s'en passer. On peut s'en passer, on vivra en s'en passant. Par contre, si on veut vraiment gagner en minéralité, je pense que c'est un petit peu un passage incontournable. Franchement, si on pouvait s'en passer, je serais le premier à le dire. Je suis plutôt un fervent, moi, de la simplicité absolue. C'est un cajou de fruits, un couteau, puis on n'en parle plus. Ça marche, sauf que pour certaines personnes, pour nombre de personnes, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas suffisant pour assurer une reminéralisation profonde de l'organisme. Voilà un petit peu mon avis. Mais par contre, c'est pas un passage absolument obligé. Et de toute façon, si quelqu'un ne peut pas avoir d'extracteur de jus, le simple fait de passer à des fruits et des légumes crus sera un gain extraordinaire en matière de santé. Colossal, gigantesque. Il ne faut pas que ça soit un frein à une démarche de transition alimentaire. Ça, en aucun cas. Je pense que ça serait se rater la cible. Mais par contre, ça ajoute un plus. Ça ajoute un vrai plus. Hop, voilà. Potassium. Alors c'est une question de Maurice. Voilà plus de 3 semaines que je pratique sérieusement les conseils de M. Casasnovas, donc de moi, et suite à un contrôle sanguin, mon potassium a explosé. Quelle est votre opinion? Merci pour votre réponse. Alors mon opinion, c'est toujours pareil, pour ceux qui ont fait le cours DVD, là, enfin le cours, ouais, ça y est, le cours niveau 1, je suis en plein dedans. Oui, d'ailleurs, au sujet du DVD, on nous a demandé plusieurs fois si le cours de DVD niveau 1 arrivait. Il devait être prêt au 1er septembre. On a eu des petits soucis de finition. J'ai fait un lapsus parce que hier encore, on était en train de tourner, il nous manquait quelques séquences d'introduction pour le DVD, de présentation, quelques photos pour la jaquette, pour la couverture, enfin voilà, il y a de la mise en page, il y a de la mise en formation. C'est une histoire encore de 2-3 semaines, mais il va être disponible vraiment sous peu, disons début octobre. Et il y a des personnes qui nous ont écrit en nous disant voilà, on veut le réserver préalablement, on pense qu'il y aura beaucoup de demandes, on va en presser suffisamment. C'est un vrai investissement de notre part, mais parce que j'y crois beaucoup et que je suis vraiment ravi de pouvoir partager ce DVD. Enfin, ça va être un coffret de 4 DVD, il va y avoir plus de 36 heures, c'est un énorme boulot au niveau du traitement de l'image. Il y a 3 personnes qui travaillent en permanence dessus pour monter les films, pour le son, pour l'audio. Ça a été très très bien travaillé, je suis très satisfait du résultat, c'est un très très beau travail. Et donc toutes les personnes qui ont suivi le cours de niveau 1 ou qui le suivront sous forme de DVD, donc je disais voilà, le DVD, il sera, les informations, je vous l'annoncerai, il sera présent sur le site, vous pourrez l'acheter directement sur le site, ce ne sera pas une difficulté, et il y en aura assez pour tout le monde. Donc dans ce cours-là, on se rend compte que l'équilibre minéral de tous les minéraux, c'est-à-dire le corps fonctionne par équilibre. Au niveau minéralité, le corps fonctionne par équilibre, c'est-à-dire qu'il gère en permanence le relâchage des minéraux ou leur réabsorption au niveau des reins. C'est-à-dire qu'il en élimine s'il y a un surplus, il réabsorbe s'il y a un manque et il équilibre comme il peut à partir des éléments qu'on lui donne. Mis à part pour le calcium, dont le métabolisme est régulé finalement par la glande thyroïde et parathyroïde, enfin parathyroïde pour le coup. Mais mis à part le calcium, eh bien, tous ces équilibres minéraux sont régulés par une paire de glandes qu'on appelle les glandes surrénales. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé selon moi? L'explication que j'ai, grosse consommation de fruits. Donc beaucoup de potassium, les fruits contiennent plus de potassium que de sodium qui arrive au niveau du sang, et incapacité par le système surrénalien à traiter ce potassium de manière correcte. C'est pas gravissime, mais ça veut simplement dire que, je pense, il vaudrait mieux équilibrer l'apport de fruits avec plus de légumes et de jus de légumes, hein, pour arrêter finalement d'avoir cette hyperkaliémie, je crois on dit, hein, pour le potassium. J'ai pas le terme exact. Hyperkaliémie, je pense que c'est le terme exact, il faudrait que quelqu'un vérifie, mais pour éviter d'avoir ce très haut taux de potassium dans l'organisme, parce que c'est vrai qu'à terme, ça peut poser des problèmes au niveau des équilibres ioniques. En fait, le sang doit être plus riche en sodium qu'en potassium, et la cellule doit être plus riche en potassium qu'en sodium. 15 fois plus de potassium que de sodium dans la cellule, alors qu'il y a 3 à 4 fois plus de sodium dans le sang que de potassium. Donc, si ça ne passe pas de manière adéquate, il y a deux possibilités. Soit c'est que ça n'arrive pas à passer au niveau de la cellule parce que tout le système intérieur est congestionné, premièrement. Deuxièmement, la plupart du temps, parce que les glandes surrénales ne font pas leur job. Pourquoi? Parce qu'elles sont épuisées. Donc, régénération surrénalienne, priorité, repos. Tu es peut-être quelqu'un qui est fatigué, Maurice. C'est l'une des choses que je verrai. En attendant, je dirais toujours contrebalancer l'apport de potassium qui est principalement dans les fruits, par un apport important de jus vert, comme diraient nos amis québécois, petite dédicace, donc des jus verts, des minéraux en abondance, de l'eau de mer, du plasma de Quinton, enfin voilà, la totale, et avec ça, normalement, ça devrait permettre de réguler le phénomène. C'est relativement fréquent, c'est pas gravissime, c'est relativement fréquent, il s'agit juste de le corriger au bout d'un certain temps. Alors, question pour une vidéo. Alors, c'est une question de Colline. Bonjour, j'aimerais beaucoup avoir quelques conseils pour l'excès de testostérone chez un homme de 37 ans, en bonne forme globale. Je dis excès de testostérone car perte de cheveux depuis une dizaine d'années et pousse exponentielle de la pilosité, lente mais progressive sur tout le corps. Un très grand merci à vous tous, Colline. Hop là, je vais finir la main moi. Comment dire les choses simplement? On associe souvent la perte de cheveux à une hyperproduction de testostérone. Alors il y a une petite influence, mais je pense qu'elle est moindre que ce que l'on croit. Pour moi, ce sont surtout deux phénomènes concomitants. Quand on a l'acidité qui grimpe dans le corps, qu'est-ce qui se passe? On a notre système éliminatif qui commence à carburer un maximum. Le système éliminatif, il se repose sur quoi? Il se repose sur notre système nerveux uniquement. Donc ce système nerveux, il est basé sur tous les neurotransmetteurs qui seront produits, surtout le système nerveux lutéofuite, le système nerveux somatique, surtout les neurotransmetteurs qui seront produits par la partie interne des glandes surrénales qu'on appelle la médullo-surrénale. Si l'acidité dans le corps augmente, la glande surrénale commence à passer doucement en hyperactivité de tout le cortex surrénalien. Le cortex surrénalien, c'est la partie superficielle des glandes surrénales qui produit le cortisol, l'hormone qui répond aux situations de stress, qui produit de l'aldostérone, qui va réguler l'équilibre minéral dans le corps et qui va activer la fonction rénale, la contrôler en tout cas, de la testostérone, de la progestérone, des oestrogènes. Et donc, c'est souvent une hyperactivité surrénalienne qui explique cette hyperproduction de testostérone. Hyperactivité surrénalienne pour répondre à une situation de congestion dans l'organisme, d'acidité dans l'organisme, qui est en train de monter. Donc, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de potentiel nerveux, quelqu'un qui a une très bonne vitalité et dont le corps réagit de manière adéquate à l'acidité qui grimpe, qui se manifeste aussi par la perte de cheveux parce que déminéralisation, plus assez de minéraux pour produire des cheveux qui soient suffisamment forts, perte des cheveux aussi simple que ça. Donc voilà mon regard sur la chose. Toutes les hyperproductions, les hyperactivités de glandes, ça indique juste un état de hyper-élimination, de travail d'élimination, de travail d'expulsion des déchets plus importants.
Et c'est toujours pareil, cette hyperactivité risque de conduire tôt ou tard, si on ne calme pas cette hyperactivité, eh bien, à une hypoactivité par épuisement direct de la glande. Voilà Colline, voilà mon regard sur ce phénomène. Alors, la peur me fait peur. Tiens non. Alors, une question de Marie. Bonjour Thierry. Mon fils de 26 ans a un syndrome du côlon irritable. Il a tout essayé. Psychologue, psychiatre, homéopathie, anti-inflammatoire, antidépresseur. C'est rigolo ça. Il a un syndrome du côlon irritable, il est allé voir des psychologues, des psychiatres, de l'homéopathie, des anti-inflammatoires et des antidépresseurs. Ça veut dire qu'on suppose que le côlon est irrité à cause de nos pensées. Ça, c'est l'espèce de modèle fou, prégnant actuellement dans la pensée occidentale, en tout cas trop répandu, que l'état des intestins est conditionné par nos pensées. Non mais l'état des intestins, il n'est absolument pas conditionné par nos pensées. C'est même nos pensées qui sont conditionnées par l'état de nos intestins. Le nerf vague en particulier, le contrôle, le rétrocontrôle, il se fait des intestins vers la boîte à poux et non pas l'inverse, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. C'est vraiment les intestins qui contrôlent tout ça. Le syndrome du côlon irritable, il est irrité. Pourquoi le côlon? Parce qu'on lui met à l'intérieur quoi? Des acides, encore des acides et toujours des acides, parce qu'on lui verse des produits irritants par excellence. Donc il est irrité. Un syndrome du côlon irritable, on lui met des produits irritants, il n'y a pas de souci, ça va se passer. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui a un syndrome du côlon irritable, qui va voir un psychologue ou un psychiatre, m'étonnerait effectivement que ce soit très efficace. Rien n'y fait. Normal, un petit peu. C'est un peu comme si tu allais voir, je sais pas moi, un dentiste pour faire réparer ta bagnole. Le mec, il peut avoir quelques connaissances en mécanique, mais c'est système du pot. Sinon, il va te sortir sa fraise, puis là, ta bagnole, je veux dire, ça va pas l'arranger sérieusement. Les médecins ils disent qu'il est de nature anxieux, bileux, c'est génétique. Ah bah oui. Donc on peut plus rien faire. C'est foutu. C'est foutu. Il est condamné à 26 ans. Ben non. Il fait du sport. Alors, il a pourtant une très grande force de caractère, je le suppose. Il fait du sport, sauna, chouette. Journée type, matin, biscotte, donc céréales, hyper acidifiant. Plus confiture, sucre cuit, légumes, fruits cuits et sucre cuit, sucre raffiné cuit, donc hyper acidifiant, de mûr, plus de l'eau. Bon, ça, à la limite, il n'y a que l'eau qui va bien. Donc on garde l'eau. Midi, casse-croûte, plus eau. Donc casse-croûte, j'imagine que ça doit casser les intestins aussi. J'imagine qu'il y a pas mal de pain, j'imagine qu'il y a des produits animaux, j'imagine qu'il y a des matières grasses, peut-être hydrogénées. Voilà. Casse-croûte plus eau. Le soir, légumes vapeur, enfin. Un petit truc alcalinisant, plus jambon, pour arriver à dormir 7 heures au moins par nuit. Le matin, impossibilité d'aller travailler, douleur trop importante, beaucoup plus le soir, il a peur de manger, de sortir, d'aller au travail, sa vie sociale et amoureuse sont très dures à gérer. Je lui ai conseillé la banane mûre, trop irritable, il est plié en deux. D'accord, donc c'est vraiment gravissime. C'est vraiment gravissime. Effectivement, tu as ciblé bien la chose. Ton fils, il est s'il est anxieux et bileux, eh bien, c'est uniquement lié à l'état de ses intestins. Et on le saurait pour moins au monde, pour moins que ça. Quand on a les intestins qui nous brûlent et qui nous font nous plier en deux en permanence, anxieux, épuisés, on l'est. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est juste son régime alimentaire qui est complètement inadéquat. Je veux dire, c'est un régime alimentaire qui n'apporte aucune alcalinité, aucune réparation au corps et à l'intestin qui est déjà passablement irrité. Alors, visiblement, la banane mûre, elle est trop irritable, il est plié en deux. Première semaine constipé, deuxième semaine normale sans douleur. Troisième semaine diarrhée, plus la peur. Toujours à vérifier les toilettes et cette peur qui le suit et je sens qu'il est en pleine dépression et en souffrance. Il maigrit, 1m94 et 72 kg, il commence à mincir. Je lui ai conseillé le psyllium, certainement avec beaucoup d'eau, oui. Quelles autres plantes de ABC de la nature pour guérir cette peur et régulariser les selles? Alors, guérir la peur, je ne sais pas. Il y a peut-être une composante psychologique, mais je pense qu'avant tout, c'est une composante physiologique. À titre personnel, ce que j'utiliserai pour ça en termes de plantes, mais c'est pas la première chose qu'on va voir, mais bon, j'en parle maintenant. Il y a un mélange qui s'appelle inflestin, intestin enflammé, je prioriserai là-dessus, avant tout même un balai intestinal qui risque d'être trop fort. Le balai intestinal sera pour plus tard, je prendrai le mélange inflestin, et je prendrai aussi un mélange qui s'appelle Immunovie, qui contient beaucoup de curcuma. Le curcuma est extrêmement anti-inflammatoire et va y répondre à cette inflammation de manière très adéquate. Ensuite, si la banane mûre est trop irritante pour ses intestins, alors à ce moment-là, je ne vois qu'une option,
c'est les jus. Jus de légumes exclusivement, jus les plus simples possibles, jus de carotte pomme par exemple, avec du curcuma en rhizome si tu peux dedans, là ça serait quelque chose qui va être beaucoup plus encore anti-inflammatoire, et faire rentrer de l'alcalinité, désenflammer. Là c'est le feu permanent dans les intestins de ton fils. Alors après, qu'il soit anxieux, qu'il soit déprimé, qu'il soit dans la peur, quand il y a un feu permanent, je veux dire, c'est suffisant pour expliquer tous les autres phénomènes. Il faudra voir après, une fois qu'il aura désenflammé ses intestins, s'il y a d'autres choses à faire. Mais pour tout ce qui est côlon irritable, la première des réponses, c'est éteindre le feu. Comment est-ce qu'on éteint le feu? En balançant une quantité colossale de jus. Si au début les jus le font trop réagir, ben à la petite cuillère, moi je les consommerai, à la petite cuillère, le jus de carotte, et faire rentrer de l'alcalinité. Et je dirais que dans l'absolu, si il en a la possibilité, cure exclusive de jus, des quantités de jus. Pendant les 2, 3, 4 premiers jours, ça va peut-être être un peu difficile, il va peut-être être un peu sous-alimenté entre guillemets, mais après ça va remonter, ça va remonter. De toute façon, il n'assimile plus rien, il est enflammé en permanence, il commence à être dépressif et anxieux, donc de toute façon, même si la cure de jus se traduit par une petite perte de poids, l'important c'est de bâtir les conditions qui vont faire qu'ensuite il va pouvoir s'appuyer là-dessus et rebondir. C'est la priorité. Il a 26 ans, 26 ans, c'est pas une vie de vivre ça. C'est absolument pas une vie. Éteindre le feu avec une dose de produits alcalins massive, de minéraux massifs. Là pour le coup, tu vois, ils sont bien gentils ceux qui ne veulent pas d'extracteur de jus, mais pour le coup, là moi je crois que c'est indispensable. C'est-à-dire vraiment pour les gens qui ont les intestins irrités, c'est vraiment le truc, la panacée absolue. C'est vraiment ce qui va guérir. Avec les plantes médicinales qui vont venir adoucir, tu peux se faire des thés, des infusions de racines de guimauve, de mauve qui vont être extrêmement adoucissantes. Il peut utiliser, qu'est-ce qu'il peut utiliser de très favorable pour désenflammer ça un petit peu? Mauve, guimauve. La racine de réglisse aussi est très très bonne pour les intestins à ce niveau-là quand c'est très très enflammé. Le curcuma, bien sûr. L'orme rouge aussi, l'écorce d'orme rouge, vraiment très intéressant pour désenflammer les intestins en permanence. Réglisse, orme rouge, curcuma, guimauve et mauve. Là, tu as déjà une palette très très intéressante. Le psyllium va bien aider, mais à voir, peut-être que c'est même trop là aussi, mais des jus, et tout le reste on verra après. Mais tout le reste peut simplement disparaître une fois qu'il aura les intestins qui ne sont pas enflammés. Il y a pas mal de personnes qui ont témoigné, c'est terrible parce que les gens qui ont la maladie de Crohn, les intestins enflammés et tout, le message passe difficilement alors que c'est juste à portée de main, quoi. Il suffit qu'ils arrêtent de balancer des acides dans quelque chose qui est déjà irrité. Il y a quelqu'un qui en témoigne beaucoup, c'est Loïc Chéniaud, là, il a une très bonne chaîne qui s'appelle Hypnose Santé ou Hypnose Nutrition, je me souviens plus, ou Santé Hypnose Nutrition. Enfin, il y a Hypnose, vous tapez Loïc Chéniaud sur YouTube, vous verrez, il a des vidéos, il témoigne exactement de comment lui, il avait une maladie de Crohn à se plier en deux sur les toilettes en permanence, et comment ça s'est résolu très rapidement, et il témoigne aussi de tous les avantages qu'il a eu. Ces vidéos sont très très bien faites, je vous les conseille, et voilà, qui la porte. D'où vient cette peur? Cette peur, elle vient certainement de tout le déséquilibre, de l'inflammation permanente qu'il y a dans ses intestins. Donc, ne t'inquiète pas de la peur, ne va pas avoir peur de la peur, laisse-le pour l'instant. Surtout, peu importe la peur, peu importe l'anxiété, balance de l'alcalinité. Cure de jus, voilà moi, vraiment ce que je ferai dans l'immédiat. Bon, on reprend, petite pause, petite pause, donc... N'importe quoi. Grande pause, je reprends l'ordre de la matin. Grande pause. Et on va reprendre tout de suite avec un message de Jérémy qui m'a accroché là. Bonjour Thierry. J'aimerais que Thierry en personne me réponde. Alors, par rapport à ça, je voulais vous dire que ça me touche vraiment beaucoup. Alors, on se retrouve actuellement confronté à un petit souci, c'est qu'il y a beaucoup trop de messages. Et voilà, on gère comme on peut. Donc merci de comprendre qu'on fait notre maximum, vraiment notre maximum. J'essaye de donner des directives aussi à mes collaborateurs la plupart du temps. De toute façon, quand une réponse est donnée, elle a mon aval de toute façon, que ce soit moi directement qui la donne en vidéo, que ce soit mes collaborateurs qui la donnent d'une autre manière.
Voilà, on va essayer d'améliorer tout ça, mais effectivement, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Par contre, je m'inspire de toutes les questions pour faire des vidéos thématiques. Vous allez voir, il va y avoir des sacrées thématiques au cours de ce mois de septembre. Voilà. Ok, donc question de Jérémy. Il y a 2 ans, j'ai été victime d'une agression et de la peur, stress post-traumatique. J'ai épuisé mes glandes surrénales. Ben ouais, tout à fait. De toute façon, tout ce qui sollicite le système lutte ou fuite, hop là, excuse-moi, je marche sur mon micro. Tout ce qui sollicite le système lutte ou fuite, donc qui est de type réponse de stress par l'organisme, va venir épuiser, va venir tirer dans les neurotransmetteurs spécifiques du système lutte ou fuite, en particulier la noradrénaline qui est produite par les glandes surrénales. Donc, tout stress, surtout si le truc qu'on ne mesure pas, c'est que bon, il y a le choc, hein, l'agression, quelle qu'elle soit. Si ensuite, donc le corps passe dans une réaction qu'on appelle la réaction de stress, hyperproduction de cortisol, de neurotransmetteurs pour faire fonctionner ce système-là. Si on n'aide pas la personne à revenir dans une autre façon de fonctionner, c'est-à-dire le repousser dans le système calme-contact par des massages, il n'y a que le massage qui peut y arriver, vraiment diminuer le niveau de stress d'un individu, il peut rester en état de stress pendant des semaines après l'accident, après le traumatisme. Et donc là, acidification maximale de l'organisme. Ok, j'ai épuisé mes glandes surrénales en attaquant direct par de l'hypothyroïdie quelques mois après. Des mois de recherche m'ont fait place en trouvant la cause de tous ces symptômes, en sachant que des prises de sang ont été faites et la thyroïde était correcte. Mais bien sûr, parce qu'en fait l'hypothyroïdie est résultante. Alors ça c'est, j'ai reçu pas mal de messages dans ce style-là, alors soyons clairs. Toute personne qui a traversé ou qui traverse actuellement un moment de stress, un moment de stress intense, de sollicitation très importante, ou toute personne qui est en fatigue chronique, parce qu'on est en fatigue chronique que parce qu'on a traversé ces moments de stress. Je veux dire, on est en épuisement que parce qu'avant il y a eu sursollicitation. S'il y a eu sursollicitation des glandes surrénales, ça veut dire qu'il y a eu surproduction d'une hormone qu'on appelle le cortisol. La cortisol entrave totalement l'utilisation des hormones thyroïdiennes. Donc si vous êtes dans un cas de fatigue chronique ou actuellement de stress et que vous avez une hypothyroïdie, il y a des grandes chances que votre hypothyroïdie ne soit pas liée à la thyroïde, mais soit liée simplement à l'hyperproduction de cortisol qui a amené à une résistance aux hormones thyroïdiennes. Et donc si vous testez votre TSH, si vous testez votre T4 et votre T3, elles seront normales. Elles seront absolument normales parce que la thyroïde, elle fait son job tranquillou, sauf que les hormones thyroïdiennes, elles n'y arrivent pas. Vous pouvez même avoir une TSH élevée parce que la pituitaire, la glande pituitaire qui est un peu le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'elle fait? Pituitaire, tranquille, elle patrouille. Enfin, elle patrouille via l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est un peu le centre de connexion entre le système nerveux et le système glandulaire. Ok, l'hypothalamus, on va dire que c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, il patrouille dans le corps, il a ses petits inspecteurs, puis les inspecteurs ils disent « Hey, chef, il n'y a rien qui arrive aux organes qui ont besoin d'hormones thyroïdiennes. » Alors l'hypothalamus, hop, il prend sa ligne rouge, il appelle la pituitaire, via une ligne qu'on appelle la TRH, il appelle la pituitaire, il dit oh pituitaire, t'es bien gentil là, t'as un poste de chef, mais bon voilà, faudrait faire quelque chose là, parce que ta thyroïde là, elle produit pas d'hormones. Ok. Donc la pituitaire, super énervée, vous savez les sous-chefs, chaque fois ça s'en prend plein la tête, puis c'est les plus hargneux. Donc lui il prend sa ligne, qu'on appelle TSH, il appelle la thyroïde, il dit ah, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je viens de me faire engueuler par l'hypothalamus, t'es bien gentil, mais moi je veux pas me faire radier, je veux pas sauter de la place prépondérante que je suis, où je suis, ok? Donc tu t'actives, t'envoies tes hormones. Ah, t'as la thyroïde qui lui dit mais chef, j'en produis des hormones, j'en produis à toc des hormones. Et t'as la pituitaire qui lui dit oui mais alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il s'énerve, donc la TSH il en produit. La ligne TSH elle est super sollicitée. En vérité, la ligne TRH et la ligne TSH sont super sollicitées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hormones qui arrivent. Puis pendant ce temps, t'as la glande surrénale qui trime. Puis comme la thyroïde elle connaît bien la surrénale parce qu'elles sont potes toutes les deux, à un moment t'as la thyroïde qui dit à la surrénale dis donc toi tu serais pas en train de super produire du cortisol? Et t'as la surrénale qui dit bah ouais mais le mec il est en situation de stress. Alors la thyroïde, bah voilà, hein, elle ne peut pas fonctionner de manière adéquate. Voilà un petit peu la physiologie pour expliquer simplement. Donc j'ai pris du lévothyrox. Alors, la thyroïde était correcte au niveau prise de sang et pourtant j'avais bien les symptômes de l'hypothyroïdie. Les docteurs ne voulaient rien entendre et ne savent pas cette maladie. Okay, donc j'ai pris du lévothyrox 25 pour voir si ça changeait. Ça a bien changé des mois plus tard. Je fais des recherches sur internet et je tombe sur l'épuisement des glandes surrénales avec faible thyroïde.
Et là, j'ai compris que j'avais ça et que les docteurs m'auraient laissé dans la merde. Oui, ça, alors ça, c'est pas moi qui le dis. En sachant qu'il disait que tout était psychologique, que cela peut cacher une vraie dépression, parce que dans les surrénales, il y a de l'émotion, de l'apathie, essayez de me répondre, merci. Ouais, je suis pas sûr de comprendre toute ta question, Jérémy, mais en fait, non, tout n'est pas psychologique. Alors ça, c'est... Je vais vous faire un... Je vais bientôt avoir un témoignage, je pense, qui va vous montrer à quel point, mais alors jusqu'à quel point cette folie de la psychologie est un non-sens total. Un non-sens total. C'est-à-dire que quand on me dit tout est psychologie, moi ça me donne qu'une envie, c'est de dire non, non, tout est physiologie, tout est digestif, tout est surrénalien, tout est hormonal. Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes déterminé par votre système hormonal. Hein, quand on me parle, je lisais encore un livre là il n'y a pas longtemps d'un très bon endocrinologue qui parlait d'expériences qui ont été faites chez les mammifères, de choix sexuel du partenaire. Le choix sexuel, le choix du partenaire, l'attirance sexuelle, vers un sexe ou vers un autre d'ailleurs, est complètement déterminé par le système endocrinien. C'est-à-dire que c'est le système endocrinien qui donne nos préférences sexuelles. C'est le système endocrinien qui fait que nous nous dirigeons vers telle ou telle personne, vers tel ou tel sexe. Donc quand on parle de psychologie là-dedans, c'est peanut. Donc ce n'est pas psychologique. Effectivement, donc je t'ai expliqué ce phénomène. Si tu as pris du lévothyrox 25, ça a un peu amélioré le phénomène. Pourquoi? Ben oui, parce que tu balances énormément d'hormones thyroïdiennes, donc au final, il y en a toujours un petit peu qui arrive à passer, ça c'est clair. Mais c'est le cortisol qui induit une résistance globale aux hormones thyroïdiennes. Enfin, le cortisol, il induit une résistance globale à la plupart des hormones, à l'insuline, aux hormones thyroïdiennes, aux hormones de la pituitaire. Cortisol, de toute façon, quand on est sous le règne du cortisol, il fait table rase. Le cortisol, c'est un glucocorticoïde, donc qui est produit par les glandes surrénales, par le cortex surrénalien, à partir du cortisol, de la cholestérol, du cholestérol, qui se transforme en prégnénolone et qui se transforme ensuite via une cascade de réactions en cortisol. Le cortisol est un anti-inflammatoire de l'organisme. On va dire, ouais, mais anti-inflammatoire, tu dis toujours que c'est mauvais. Mais non, c'est pas mauvais les anti-inflammatoires. Ce qui est mauvais, c'est la prise massive de cortisone ou d'anti-inflammatoire, alors que le cortisol, normalement, le corps le régule de manière extrêmement efficace. Mais le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est un anti-inflammatoire. Les gens qui me disent, voilà, par exemple, mon système immunitaire ne fonctionne pas de manière adéquate. Le cortisol, il vient directement agir au niveau de la rate et du thymus sur la production de globules blancs. Parce que le cortisol, il est là pour réguler l'inflammation, pour réguler la réaction immunitaire. Tous les gens qui sont immunodéprimés, ce sont des gens qui, avant tout, sont souvent sous une dominance du cortisol. On vous parle d'immunodéficience active ou acquise, je ne me souviens plus ce que c'est que le A, le fameux épouvantail du sida. Moi, je te parle de personnes qui sont en stress surrénalien intense. Rien de plus. Rien de plus. Donc, tout n'est pas psychologique. Non. L'hypothyroïdie est souvent la conséquence. Il y a deux types d'hypothyroïdie. Okay. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir une hypothyroïdie? Il y a deux façons d'avoir une hypothyroïdie. La première, c'est parce que ta thyroïde commence à être congestionnée. Elle baigne dans un mucus épais, donc ça passe d'abord par un épisode d'hyperthyroïdie. Pourquoi? Hyperactivité de la glande thyroïde qui essaye d'expulser les déchets. Et puis l'énergie nerveuse commençant à baisser. Elle a plus de peps pour évacuer les toxines. Elle a plus de peps pour évacuer les déchets. C'est tout. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est directement par l'action du cortisol qui inhibe la réaction de transformation de la T4 en T3 qui bloque l'action. C'est une résistance aux hormones thyroïdiennes globale dans tout l'organisme au niveau des récepteurs. Voilà. J'ai vu passer plusieurs questions. Je ne répondrai pas à toutes. Elles collent toutes dans ce schéma-là. Donc, glande surrénale. C'est... Réellement, si quelqu'un ne sait pas ce qui se passe en lui, moi je lui donne deux petits conseils. Deux petits conseils. C'est restaurer sa sphère intestinale et restaurer sa sphère surrénalienne. Déjà, il fait ça et il voit ce qui se passe. Il y a des grandes chances que nombre de symptômes soient améliorés. Donc restaurer la sphère intestinale, vous connaissez, des jus, du cru, des fruits, des légumes en profusion, du balai intestinal.
Alors le balai intestinal, je le dis toujours, attention, il ne s'agit pas d'avoir des selles liquides, d'accord? Il ne s'agit pas de se vider, il s'agit d'en prendre une quantité suffisante pour que ça nettoie bien, hein, que ça nettoie bien au niveau des intestins, mais de garder des selles qui se tiennent à peu près. Du psyllium, de l'aloe vera, de la racine de réglisse, ça marche bien, de l'orme rouge, des choses comme ça, pour adoucir, de la mauve, top niveau, hydraste du Canada, là aussi une super plante pour restaurer la muqueuse intestinale, des bonnes graisses aussi pour restaurer la muqueuse intestinale, c'est important, c'est très très important. Ça c'est pour les intestins. Pour les glandes surrénales, sommeil, massage, soleil avant tout, jus, fruits, ça à fond. Et puis ensuite, plantes régénératives du système surrénalien, plantes adaptogènes, rhodiola, eleutérocoque, astragalme, ashwagandha, le mélange pour les glandes surrénales chez ABC qui est excellent. Ça c'est déjà une bonne base. Ensuite, si ça ne suffit pas que la personne est vraiment dans les choux, j'en ai parlé de manière un petit peu alternative dans certaines vidéos, moi j'aime bien utiliser des extraits surrénaliens. On me pose beaucoup de questions sur les extraits surrénaliens. On n'en trouve pas en France pour l'instant. Je vous conseille d'aller les prendre en Angleterre. Vous tapez RAW, R-A-W, Adrenal, je vous dis ça à la catalane, Raw Adrenal Extract. Donc ça veut dire R-A-W, Adrenal, A-D-R-E-N-A-L, Extract, E-X-T-R-A-C-T. Ok, je sais que c'est pas politiquement correct, sauf que si vous êtes complètement dans les choux, 3 mois de cure d'extrait surrénalien et ça peut faire une sacrée différence. Ça peut ou ça peut pas. Mais si vous pouvez passer par les plantes, go avec les plantes. Plantes adaptogènes à gogo. La réglisse, c'est l'une des meilleures plantes tropho-restauratives des glandes surrénales. La graine d'ortie aussi. Allez, graine d'ortie, réglisse, racines, plantes, mélange surrénal et ainsi de suite. Fruits, sommeil, massage, soleil. Vous restaurez ces deux sphères. Déjà, vous aurez restauré votre système nerveux, vous aurez restauré votre muqueuse intestinale. Donc, vous éviterez qu'il y ait des produits anormaux qui passent au niveau des intestins. Vous aurez renforcé votre système nerveux qui va faire fonctionner l'élimination à toi. Après, il n'y a pas grand-chose qui peut chanter, quoi. Réellement, quoi. Alors, ensuite, vidéo, intolérance et produits laitiers. Alors, de qui est signé? Alors, j'ai pas ton prénom, j'ai un pseudonyme, Jade Gigi. Jade Gigi, donc je pense que tu te reconnaîtras. Bonjour Thierry et toute l'équipe, je viens vers vous pour exposer mon cas. Je suis une femme de 32 ans, mariée, mère de 3 enfants. Super. Après mon mariage, l'arrêt du travail, de la cigarette et d'activités sportives, j'ai pris 40 kg en 6 ans. Pas cool. J'ai essayé bien sûr divers régimes où j'ai toujours fini par craquer. On l'a vu pourquoi, je vous renvoie vers les régimes. On va en faire une vidéo sur les régimes quand même, pour histoire de remettre un petit peu les pendules à l'heure. J'ai vu développer avec le poids et les grossesses divers maux insupportables au quotidien. Diabète gestationnel, syndrome des jambes sans repos, des douleurs aux articulations ressemblant à la polyarthrite rhumatoïde, de l'apnée du sommeil, migraine et surtout des diarrhées chroniques, intestin hyper enflammé. J'ai vu tes vidéos qui m'ont convaincu et j'ai fait un test de 3 jours à que du jus. Récupération de sel normale. Puis J4, jus plus fruits et légumes solides, idem. J6, les voisins nous déposent un dessert à base de semoule bien sucré. Ah les voisins, c'est dangereux un voisin. Et même pas 15 minutes après avoir mangé, je passe mon temps à éternuer, nez qui coule et bouché pendant 24 heures, des crampes au ventre et au petit matin. Une diarrhée douloureuse. Donc je pense avoir soit une allergie ou intolérance au gluten que je ne soupçonnais pas. Alors soyons clairs, l'allergie et l'intolérance au gluten et aux produits laitiers, c'est tout le monde. Tout le monde est allergique. Par contre, tout le monde ne manifeste pas la réaction. C'est-à-dire que tout le monde est intoxiqué par ces poisons, parce que ce sont des poisons, c'est inapproprié à la nutrition humaine. Par contre, tout le monde ne réagit pas. Tout le monde ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'entrée en tolérance. L'entrée en tolérance, c'est ce qui fait que à la première cigarette, tu tires ta latte et puis tu tousses comme un malade, d'accord? Et puis ensuite, tu t'avales des tas de cigarettes. Et t'es pas plus fort,
t'es pas moins intolérant à la fumée de cigarette, tu es tout aussi intolérant à la fumée de cigarette. La fumée de cigarette, d'un seul coup, c'est pas devenu un produit miracle, c'est tout autant un poison pour toi. Simplement, ton organisme, il ne se rebelle plus. Ben là, c'est exactement la même chose. Et quand tu coupes pendant quelques jours, ben, tu redonnes un petit peu de vitalité à ton organisme. C'est impressionnant, tu dois avoir quand même une bonne vitalité pour que tu réagisses aussi fort simplement après 6 jours. Mais c'est ça. Et tu verras, c'est pareil avec les produits laitiers. Donc journée à la banane uniquement, et dans l'après-midi, je teste en goûtant une brique, une brique de lait. La brique de lait, elle a dû tomber sur l'estomac. Et là, nausée, inconfort au ventre et crampes puis migraine. Je comprends que le lait aussi ne me va plus alors, bien sûr. Mais le lait ne t'a jamais allé. Ne t'est jamais allé. Le lait ne va jamais à personne. Le lait de vache ne va jamais à personne. Le lait de vache pasteurisé ne va jamais, jamais, jamais à personne. Comme les produits céréaliers, particulièrement les produits à base de blé, ne vont jamais, jamais, jamais à personne. C'est pas parce qu'on ne réagit pas. Je vous dis, on est dans une culture qui a tout pris à l'envers. C'est-à-dire, absence de symptômes, c'est tout va bien. Ah mais regarde, moi, je bois du lait, je mange du pain, je réagis pas. Il n'y a pas de problème. Et toi, t'es faiblard. Regarde ça. Tu manges ta petite trempe de pain et puis boum, t'es tout en train de flageoler. Là, t'es malade, t'as des boutons, tu craches. T'es malade. Hein, comme dirait Coluche, t'es malade. Hein. Ben non, mais je veux dire, la compréhension du symptôme est complètement aberrante. Hein. Le symptôme est relativement un bon signe. C'est normal d'avoir des réactions vives quand on avale un poison. C'est pas normal et c'est même inquiétant de ne pas avoir des réactions. Donc, c'est cool, réjouis-toi. Je comprends que le lait... Bon, maintenant, comment faire? Je vis au Moyen-Orient, dans un pays où le cancer fait fureur tellement les gens mangent horriblement mal. Ouais, c'est clair. Et puis, je sais qu'au Moyen-Orient, le lait, c'est quand même une institution. Le bio est à un prix exorbitant et franchement, étant obèse, mon estomac me demande beaucoup à être rempli. Puis j'ai acheté des légumes non bio en grande quantité afin d'assouvir ma satiété. Si la question c'est manger des légumes non bio ou pas de légumes, la question elle est vite réglée, les légumes non bio. En sachant que mon mari commence sérieusement à être convaincu aussi de ce mode de vie, nous consommons beaucoup de fruits, mais je m'inquiète du nombre de pesticides ingérés. Devons-nous consommer nos fruits et légumes après nettoyage sans la peau? Il vaut mieux s'il y a des pesticides. Nous consommons que très rarement de la viande et de temps en temps du riz. Mais ici, c'est difficile d'avoir de la nourriture de qualité ou sinon il faut être aisé, ce n'est pas pour le moment pour notre cas. Et juste une parole afin de corroborer, c'est-à-dire le prophète Mohammed dit « Toute maladie a pour siège l'estomac », ce qui veut bien dire que la santé tient à ce que nous ingérons. Merci. Ben ouais. Non, mais dans toutes les traditions spirituelles, que ce soit le prophète Mohammed, que ce soit dans les évangiles, que ce soit partout, on trouve des préceptes alimentaires. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Et donc, non, de ce côté-là, je suis choqué. Si tu réagis, c'est juste bon signe, ça veut dire que tu as quand même une bonne vitalité. Si la question c'est le bio ou le non bio, ma réponse est toujours la même. Tu sais, je vais te dire, raconte une petite histoire pragmatique. Quand je suis arrivé au Québec, pour donner mon stage, quand je donne un stage comme ça, en tout cas au Québec, j'étais bénévole. Enfin, je suis toujours bénévole quand je donne des stages. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été bénévole quand je donne des stages, donc je ne gagne rien sur les stages. Par contre, j'avais posé mes conditions. J'avais dit, voilà, moi, par jour, il me faut tant de pastèques. C'est le coup un peu VIP, il me faut tant de pastèques. Donc, les copains qui avaient organisé ça, eh ben, ils avaient scrupuleusement suivi le truc, parce que de toute façon, je leur faisais du chantage, c'est ça ou pas de cours. Donc, ils m'avaient ramené des pastèques bio, en plus, super sympa. Sauf que les pastèques bio, ben, elles étaient insipide et blanchâtre. Et bon, on en ouvre une, deux, et puis au moment, il y a le copain qui organisait ça, qui me dit, enfin voilà, il était pas heureux, quoi. Il me dit, ouais, elles sont pas bonnes, ces pastèques et tout, quoi. Et je lui dis, ouais, c'est dommage, il n'y a pas moyen d'avoir autre chose. Il me dit, ouais, mais c'est du local, pas garantie bio, quoi. Il y a peut-être des produits dessus et tout. Je lui dis, mais attends, mais va sur du local. Et là, des pastèques super bonnes. J'ai mangé des pastèques excellentissimes au Québec, sérieusement. Donc, pour moi, un produit, il se doit d'être bon, d'abord, local, si possible, frais, le plus frais possible, bio aussi, mais quelque part, si le choix c'est entre un régime basé sur le végétal qui n'est pas bio et un régime non basé sur le végétal, c'est tout vu, c'est un régime basé sur le végétal. Donc on fait au mieux. Et pour répondre à ta question, les pesticides et ainsi de suite ingérés, je connais nombre de personnes, j'ai un ami même très proche, qui se sont lancés par exemple dans des cures de jus ou dans des monodiètes de fruits ou de légumes et qui n'avaient strictement pas le budget pour manger bio, qui l'ont fait donc avec des produits non bio et qui ont vu la plupart de leurs pathologies disparaître complètement. Donc ça marche quand même. Donc pas de souci. Par contre, on est tous,
On ne comprend pas le phénomène de l'allergie, on ne comprend pas le phénomène du symptôme, on ne comprend pas le phénomène de l'allergie. L'allergie, il vient de l'activation du système immunitaire. D'accord? C'est une réaction vive, activation du système immunitaire. L'allergie, elle n'aura pas lieu si la personne est épuisée. La personne, elle n'aura pas lieu si la personne est en tolérance. Mais pourtant, le produit sera tout autant intoxicant. Donc, c'est pas un critère. C'est pas un critère. Alors, question asthme sévère de Chantal. Merci Chantal. Et je lis pas toujours le début de vos messages qui sont super gentils pour nous et pour l'équipe, mais sachez que voilà quoi. Je dis toujours en rigolant, je le ferai même s'il y avait qu'une personne qui regardait les vidéos, même s'il y avait 0 personne qui regardait les vidéos, tellement j'ai ça à cœur. Mais entre nous soit dit, le fait de recevoir des remerciements, c'est cool aussi. Je vous remercie tous. Ma fille Myrène, 25 ans, a depuis toute petite de l'asthme. Elle a essayé beaucoup de thérapies, mais en vain, beaucoup d'hospitalisations. Aujourd'hui, elle veut se régénérer. Nous l'avons acheté l'extracteur de jus conseillé par toi. Elle a commencé la cure en organique, bronches et poumons. Elle boit des jus. Que conseilles-tu de faire, de prendre en priorité? Doit-elle rajouter quelque chose pour les glandes surrénales, la lymphe? Elle a toujours un traitement allopathique, Seriti de 500. Elle est prête à faire un jeûne. Que lui conseilles-tu en priorité? Alors, intéressant. Alors, quand on parle d'asthme, on parle toujours de faiblesse du système nerveux. Pourquoi? Parce que l'asthme, c'est une réaction d'expectoration. On tousse, mais qui s'amplifie, qui se suramplifie, qui n'est pas régulé par un système nerveux qui est solide. Donc ça veut dire des personnes qui ont un système nerveux un peu fatigué, donc glande surrénale, ça peut être super intéressant de travailler dessus, et ça veut dire aussi que peut-être le jeûne, moi j'irai mollo au début, parce que plus on a un système nerveux qui est fatigué, plus le jeûne, c'est un petit peu trop. Donc asthme, congestion pulmonaire, expulsion, et puis mouvement frénétique, on va dire, d'expulsion. Donc congestion pulmonaire, il faut travailler sur les poumons, effectivement. Le mélange bronche et poumons est très adapté. Les jus, dans les jus, tu peux commencer à mettre doucement du radis noir. Je crois que j'avais fait un jus pour les poumons. Du radis noir, des agrumes qui ont des acides faibles qui vont venir dissoudre les mucus, ça va vraiment être intéressant. Du chou aussi, toute la famille des crucifères, radis noir, chou, moutarde, tu sais. Après, il y a des techniques naturopathiques, par exemple les cataplasmes de moutarde sur la poitrine. Le fenugrec aussi est très très bienvenu. Les graines de fenugrec, tu les fais tremper, elle peut les manger, elle peut les passer en jus. C'est délicieux en plus, c'est l'une des graines germées que je préfère, le fenugrec. Donc décongestionner la sphère pulmonaire, renforcer la sphère nerveuse, arrêter déjà d'apporter des polluants, ça c'est la première des réponses à l'asthme. Et on y répond très très facilement. Beaucoup d'hospitalisation, j'imagine beaucoup de corticoïdes aussi, puisqu'on évite la réaction on essaie de bloquer la réaction d'inflammation, beaucoup de ventoline ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça devrait dégager très rapidement, avec pas mal de jus, avec un repos, renforcement des glandes surrénales, mélange pour les poumons. Il y a une autre technique aussi dont on m'a pas mal parlé, j'ai plusieurs amis qui l'ont essayé, qui en sont très très contents. C'est la technique du docteur Gessré. Gessré, ça s'écrit G-E-S-R-E-T, Gessré. Il y a des praticiens, tu tapes Gessré, docteur Gessré, technique. Le docteur Gessré s'est rendu compte, je pense qu'il est toujours vivant, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, je suis pas assez... Il s'est rendu compte que toutes les personnes qui présentaient des phénomènes d'asthme avaient un décalage au niveau postural, d'après ce que je sais exactement. Et donc il y a une déformation au niveau des côtes, légèrement. Le corps est légèrement décentré comme ça. Et donc c'est par des techniques de manipulation ostéopathique, d'une certaine manière, qu'ils remettent tout le système... comment on va dire, pas osseux, mais ouais, enfin, vous m'excuserez, si un praticien Gessré va s'arracher les cheveux, je suis désolé, qui remettent tout ça en place, voilà, ils remettent tout ça en place, et visiblement ça a des effets extrêmement favorables sur l'asthme. J'ai un ami qui a testé, ça donne aussi des réactions d'élimination assez fortes, assez puissantes aussi, mais à tester. Gessré pour les asthmatiques, visiblement ça a des résultats, donc correction posturale, des résultats assez fun quoi. Donc décongestionner la sphère pulmonaire.
Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, par exemple, ou qu'une personne congestionne plutôt dans cette zone ou dans cette zone? On a tous des circulations lymphatiques, des drainages lymphatiques différents suivant les zones, suivant les organes. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en iridologie. L'iridologie nous permet directement de mesurer la force émonctorielle, puisque en iridologie, on ne voit que des signes de réponse nerveuse. L'iridologie nous permet de mesurer la force émonctorielle des organes. Et donc, les organes qui sont montrés faibles en iridologie sont les organes qui vont avoir du mal à expulser les congestions et les mucus. Et donc, de ce fait, ce sont des organes finalement qui vont venir se congestionner plus vite. Donc, il y a des individus qui effectivement vont se congestionner plus vite au niveau de la sphère pulmonaire. Si en plus on y ajoute un système nerveux défaillant, eh bien, on arrive à une personne qui va présenter ce phénomène de l'asthme. Il semblerait aussi qu'il y ait des questions posturales. Pas que, mais il semblerait aussi qu'il y ait des questions posturales. Correction du régime, permettre la décongestion, donc je t'ai dit, tout ce qui est les produits soufrés, donc la famille des crucifères, le soufre se trouve dans les crucifères, tout ce qui est le produit soufré sont des excellents expectorants et nettoyants de la sphère digestive, mais aussi de la sphère pulmonaire. Donc radis noir, radis tout court, en jus, chou en jus, et d'ailleurs je lance un appel, excusez-moi, je pense au chou là, parce que j'ai reçu des tas de graines hier d'amis québécois, mais au Québec, quand on fait un jus vert, au Québec, eh bien, ils utilisent quelque chose qui est très, très réputé aussi aux États-Unis. Ils utilisent du chou kale. Le kale, c'est une sorte de chou frisé, mais ça n'a rien à voir avec les choux frisés qu'on a en France. Le goût est très, très doux. C'est très riche en nutriments. Alors, nous, on a une plante que j'aime beaucoup aussi, qui est très abondante pour faire des jus, c'est la consoude. Mais la consoude, en surdosage, il faut y aller tout doux. La kale ne présente pas ces inconvénients. La kale, là-bas, on le vend par bouquet dans toutes les boutiques bio. Et s'il y a des jeunes agriculteurs qui veulent faire un truc fun pour les jus, vraiment, vous cultivez de la kale. Paraît-il que quand la kale elle est installée au jardin, on en récolte des quantités colossales. Ça fait des jus excellents. C'est hyper minéralisant. C'est très chargé en chlorophylle. Voilà, en chlorophylle. Ça, c'est la couleur de la chlorophylle. C'est très chargé en chlorophylle, c'est très nettoyant, c'est un crucifère donc ça contient du soufre sans avoir un goût trop fort. C'est fabuleux. La kale, c'est un truc, d'après moi, qui va dépoter dans les années à venir. Donc il est temps de s'y mettre. Donc voilà. Ce que je lui conseille en priorité, c'est de balancer un maximum de jus, de décongestionner tout ça rapidement, peut-être d'aller voir du côté de la méthode Gessray et effectivement de faire bouger la lymphe, ça va faire bouger la lymphe, faire bouger la lymphe, avec de l'exercice physique modéré, avec des plantes astringentes. Le fenugrec d'ailleurs est une plante astringente qui a une action très favorable sur la lymphe et sur les poumons, donc c'est bingo à tous les niveaux. Et voilà, faire bouger ça, faire bouger cette congestion, éviter que ça reste stagnant ici. Commencer à le répartir un petit peu de manière plus harmonieuse dans le corps et puis bouger. Pensez vraiment que, on le dit pas assez, mais j'en discutais avec un ami là récemment. Excusez-moi, j'ai de l'argile là qui s'échappe. L'exercice physique est partie prenante d'un programme de régénération. Alors après, il y a toujours une problématique, c'est que la personne est en épuisement chronique et l'exercice physique, c'est pour ça que j'aime bien la marche. À peu près tout le monde peut y arriver, puis si on n'y arrive pas, c'est quelque part. Le trampoline aussi, et puis si on n'y arrive pas au début, avec 2 rambardes, et puis on se laisse juste osciller sur le trampoline, on ne décolle pas les pieds. Mais j'aime beaucoup l'effet du trampoline, particulièrement pour les personnes épuisées, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Particulièrement pour les personnes épuisées, le trampoline est extraordinaire pour amener à cette activation, cette circulation de la lymphe. Vraiment, je vous conseille de vous y intéresser. Et j'ai vu le trampoline avoir des effets excellents aussi sur des enfants qui étaient très congestionnés au niveau pulmonaire, au niveau cérébral. Ça coulait tout le temps. Et avec du trampoline, hop, et puis les enfants, ils adorent le trampoline. Voilà, donc ça, c'était des petites pistes, Chantal. J'espère que ça saura t'aider. Alors, vidéo sur les enfants. C'est une question de Daphné. Je vous écris parce que ma fille Jade de 1 an et demi bénéficiait jusqu'alors d'un régime personnalisé à la crèche. J'avais réussi à leur faire accepter de ne lui donner que des légumes crus ou cuits à la vapeur le midi et je fournissais des fruits bio pour les goûter du matin et de l'après-midi. Top niveau. Seulement voilà, depuis une semaine, elle est passée à une alimentation traditionnelle, donc comme les autres enfants, car Jade s'intéressait de plus en plus à l'assiette de ses compagnons et ce n'était plus gérable pour les maîtresses. Bref, depuis presque 15 jours, elle mange mal le midi et depuis une semaine, elle dort
très mal. La nuit, il se réveille et hurle aïe 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 aïe, comme si elle avait mal quelque part. Elle doit avoir mal quelque part. De plus, en fin de journée, je la récupère à 16 heures, elle est très énervée, ronchonne, alors qu'avant, beaucoup moins. Mon mari a lui aussi trouvé une différence. Est-ce lié? Mais bien sûr que c'est lié. Mais bien sûr. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait subir à ses enfants. Et les parents ne se rendent pas compte aussi de ce qu'ils subissent eux-mêmes, de l'enfer, du psychodrame dans lequel ils se trouvent baignés en permanence. Un enfant, comme un adulte, a une nature qui est douce, relaxe, calme, puissante, joyeuse mais pas énervée, mais pas excitée, pas ronchonnante mais joyeuse et enthousiaste. Un enfant, c'est pure joie. Un enfant, c'est pure spontanéité. Un enfant, c'est pur rire et enthousiasme. Si c'est pas ça, c'est que c'est perturbé. C'est perturbé par quoi? Très souvent, le facteur alimentaire est prépondérant dans ces perturbations. On est en train de saccager le potentiel des enfants avec l'alimentation qu'on leur donne. Absolument, absolument. Et là, tu as pu voir la différence. Est-ce lié? Oui. Il y a une semaine, du coup, je ne sais pas quoi penser. Jade était la seule qui, jusqu'à maintenant, mangeait presque que du cru, et ça me désole, déprime de l'imaginer en train de manger des lasagnes. En plus, nous habitons au Tessin, en Suisse, une région baignée par la culture italienne, où les pâtes et pizzas sont au menu chaque semaine, chaque jour même, chaque jour. Et il y a aussi le fait que je l'allaite encore et que je suis moi-même en transition vers le tout cru. J'y vais doucement pour ne pas lui filer toutes mes toxines en circulation. Mais c'est vrai que depuis quelques jours, je ne mange presque que des fruits et surtout et plus du tout de jus vert. Il faut que je m'organise mieux que ça. Alors, par rapport aux enfants, c'est catastrophique. Les structures, effectivement, de restauration scolaire sont catastrophiques. Et ce qui est le plus triste avec tout ça, j'allais dire le plus drôle, mais c'est pas drôle du tout. Ce qui est le plus triste avec tout ça, c'est que les enseignants, les personnels des structures scolaires sont les premiers à souffrir de cet état d'hyperactivité, d'hyperexcitation, de tristesse, de ronchonnage des enfants. Sauf qu'ils ne savent pas. On vit dans l'inconnu. La connaissance nous a été volée. On nous a volé la connaissance simple des lois qui président au fonctionnement normal de l'être humain. On nous a persuadé qu'un être humain, eh bien, c'était normal qu'il soit ronchon, c'était normal qu'il ait des petites douleurs, c'était normal que tout n'aille pas bien pour lui, c'était normal qu'il soit fatigué, c'était normal tout ça, qu'il suffisait d'y répondre avec quelques pilules et c'est tout. On nous a interdit l'accès à la réelle nature humaine propre. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Et je dis toujours, quand je rencontre des chrétiens, le premier truc que je leur dis, ok, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ok, alors on va passer en revue. Dieu, il pète le matin. Non. Réponse B. Dieu, il a des hémorroïdes. Non. Dieu, il a des colites. Dieu, il a des gaz. Dieu, il a des problèmes de foie. Dieu, il a la tête en pétard. Et tout ça, tu peux répondre faux. Faux, 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 faux. Alors qu'est-ce qui se passe? On a été créé à l'image, et puis l'image, là, elle a pris un sale coup dans la figure, quoi, l'image. Hein. C'est même pas qu'elle soit en noir et blanc, hein, c'est que elle a commencé à se délaver sérieusement, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Congestion, congestion, congestion. Mode de vie inapproprié, en particulier mode alimentaire inapproprié. Ouais, on fait un massacre. Par ignorance, mais on fait un massacre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas de solution pour ta fille. Je sais qu'il y a des parents qui choisissent de ne pas mettre leurs enfants à l'école pour éviter ces catastrophes au niveau alimentaire, au niveau éducationnel. Je le sais, il paraît que ça existe. Mais voilà. Moi, je pense qu'il y a deux possibilités. De toute façon, c'est toujours pareil. Il y a deux possibilités. Soit on réforme de l'intérieur, soit on réforme de l'extérieur. Donc les deux possibilités, elles sont simples. Soit on essaye d'interpeller tous les autres parents de la crèche, de l'école, hein, pour réellement interpeller aussi les enseignants et les convaincre et faire en sorte qu'il y ait des décisions prises au niveau des écoles. Et il y a de plus en plus d'écoles qui nourrissent ses enfants en bio. On peut avoir des régimes végétariens, sans gluten, sans lait, voilà, adapter tout ça et avoir quelque chose de relativement correct avec des produits frais. Donc ça, c'est la réforme par l'intérieur. Soit on réforme par l'extérieur, c'est-à-dire on enlève l'enfant, puisque ce qui est obligatoire, en tout cas en France, c'est l'éducation des enfants, c'est pas l'école. Hein. Donc ce qui est obligatoire, c'est l'éducation des enfants. Et on enlève l'enfant, et là, on recrée des mini-structures alternatives autour, hein, avec d'autres personnes qui partagent la même chose.
Moi j'aime bien la réforme par l'intérieur, parce que je crois que c'est plus joyeux, puis que ça permet à des gens qui n'avaient pas accès à cette connaissance d'y avoir accès. J'aime pas trop les clubs privés, l'idée elle me plaît pas. L'idée me plaît pas. Moi j'aime bien qu'on soit tous dans le même bateau, c'est le truc qui me plaît vraiment, et puis qu'on s'en tire tous ensemble. Donc j'aime bien la réforme de l'intérieur. Elle demande beaucoup d'énergie, beaucoup de pugnacité, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, beaucoup de patience aussi, pour aller voir les autres, pour leur expliquer, pour militer. Mais il n'y a pas de salut qui soit individuel, on s'en rend compte, hein. On est baigné dans une société, on dépend aussi des choix de cette société, donc il n'y a qu'en changeant cette société, c'est pas en essayant de vivre par soi-même, pour soi-même, que ça peut marcher. Non, non, vraiment, on est coincé, il faut que nous ayons une action d'impact social profond. Et cet impact, il ne se fera que parce que nous serons dans la joie, dans l'enthousiasme, non pas dans la coercition, dans le « ni c'est mal ce que tu fais, c'est mal ce que tu manges », ça ne marchera pas. Par contre, il faut montrer qu'il y a une alternative qui donne plus de joie, qui donne plus de force, qui donne plus d'enthousiasme, qui donne plus de clarté d'esprit, qui assure une meilleure haleine, qui assure une plus belle peau, qui assure une joie et une jubilation beaucoup plus grande. Et ça, pour que les gens y adhèrent. Et ça, c'est hyper important. Donc effectivement, il y a du job, il y a du boulot, il y a du boulot. C'est pour ça que je me réjouis qu'on soit autant à regarder ces vidéos, parce que ça veut dire aussi qu'il y a des bras pour le faire et qu'il y a des bouches pour parler. Alors les bouches pour parler, il s'agit de les ouvrir grand. Et souvent, je sais que j'ai vu des gens qui disent, ouais, les gens qui suivent Thierry, entre guillemets, alors ça me fait toujours rigoler, parce que quand je regarde derrière moi, je vois personne. Donc, mais ils sont toujours hyper enthousiastes, et puis ils parlent fort, et puis on n'entend que, et ainsi de suite. Mais moi, je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est cool quand on a découvert un truc et qu'on y croit à fond. C'est normal d'ouvrir grand sa bouche, quoi, je trouve. Mais vraiment, de la ramener. On la ramène pas assez. On la ramène pas assez. On a tendance même à trop se coucher. C'est-à-dire qu'on n'ose pas dire aux gens, on n'ose pas les perturber dans leur régime alimentaire. Mais sérieusement, ton voisin, ta famille, même s'ils n'ont pas l'air ouverts à ce genre de trucs, ils sont en train de souffrir. C'est quoi notre responsabilité là-dedans, hein? De les entendre geindre toute la journée ou se plaindre, ou réellement de leur apporter réellement ce qui est l'évidence même, c'est-à-dire à quel point leur régime alimentaire et leur mode de vie est responsable de tous leurs maux. Tous leurs maux dépendent de leur mode de vie, à tous les niveaux. Hein? Et c'est notre responsabilité, même si ça ne leur fait pas plaisir. Même si ça ne leur fait pas plaisir dans un premier temps, parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leurs addictions. Mais ils sont accros. Sérieusement, tu vois un drogué, tu vas te dire, ah ben, je ne vais pas lui dire que la drogue, c'est pas bon pour lui, parce que je ne veux pas l'embêter. Hein. Je ne veux pas faire de vagues. Surtout pas. Hein. Mais c'est pas ça que tu vas dire. Tu vas venir parce que tu sais que cet individu, c'est un appel à l'aide déguisé qu'il fait. Hein. Que s'il a recours aux drogues et si maintenant il s'est laissé embarquer, c'est-à-dire qu'au début c'était un appel à l'aide déguisé, c'était quelqu'un qui était perdu, à qui il manquait quelque chose profondément, sur le plan physiologique aussi. Ça va être un gros sujet. On y arrive là, d'ici une semaine ou deux, on va faire tout un gros chapitre sur les addictions. J'ai promis, je pense à plusieurs personnes, hein, je pense à Camille, mais j'ai promis tout un travail sur le cannabis. Il arrive, j'ai quasiment fait mais il n'y aura pas que le cannabis, les benzos, les opiacés, morphine, héros et ainsi de suite, l'alcool, le tabac, tout va y passer, une aide réelle pour passer les périodes de détoxication et les addictions à ces produits-là, pour aider les personnes, parce que c'est toujours pareil, on y vient parce qu'il y a un manque, physiologique, psychologique, plus physiologique vous verrez que psychologique la plupart du temps, et ensuite on se retrouve complètement coincé par le produit lui-même, et donc c'est là où, je veux dire, il est de notre responsabilité de venir les interpeller, et pareil pour les gens qui sont intoxiqués par leur alimentation, ça pour moi c'est, j'en démords pas. Alors, encore une vidéo enfant. Je me suis intéressé à l'alimentation, c'est Caroline. Quand j'ai eu des enfants, j'ai été très déçu évidemment des contenus alimentaires. Je suis encore horrifié de ce qu'on leur donne à la cantine et ailleurs. Je sais que moi je peux changer mon mode de vie, mais eux qui sont dans un système inconscient du mal qu'il fait, comment les en sortir? Ben ouais, mais les enfants, c'est clair. Qu'un enfant lorgne sur l'assiette de son voisin, c'est absolument normal. L'enfant, il veut découvrir du nouveau. Si à la maison, on ne lui sert pas de la mayo, ben, s'il voit de la mayonnaise dans l'assiette de son copain, il va vouloir savoir ce que c'est. Ça, c'est signe d'un enfant en bonne santé. Donc c'est tout à fait normal. Donc le truc, c'est pas de dire à l'enfant, tu ne dois pas y toucher. Le truc, c'est de réformer complètement la société de manière à ce que l'enfant ne soit pas tenté par des produits qui sont des poisons. C'est impossible
et je pense improductif, dangereux, de poser des interdits lourds à un enfant, surtout s'il est constamment soumis à la tentation, parce que ça va conduire à des comportements de type biaiser, mentir et ainsi de suite. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Par contre, il est évident que c'est en faisant évoluer la société, en faisant que les enfants évoluent dans un... Si tu veux, actuellement, les enfants, ils évoluent dans un monde qui est rempli de mines, de pièges, de stratagèmes, pour les séduire et les faire tomber. C'est juste ça, c'est juste ça. Tu vas dans les supermarchés, hein, ben même au niveau des caisses, il y a des bonbons à la hauteur des enfants pour leur faire bouffer des bonbons. Ok, les responsables des rayons, les responsables des productions de ces bonbons devraient réfléchir à deux fois, parce que ce qu'ils font, ils savent très bien, ce sont des poisons qu'ils diffusent, et ces poisons, ils le mettent à hauteur des enfants. Ça, en d'autres temps, on le traitera comme un crime. C'est tout, ça tient du crime. Alors, effectivement, c'est en faisant changer profondément la société qu'on arrivera à faire en sorte que les enfants ne soient pas soumis à ça. Les enfants, quelque part, ils sont sous la responsabilité des parents. La responsabilité des parents, mais pas à titre individuel. Le problème, c'est que pour l'instant, cette responsabilité, on la porte à titre individuel. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, je suis responsable de l'alimentation de mon enfant, si on découvre que finalement, il est en train de s'empoisonner. Et donc, on a l'impression que la seule option qu'on ait, c'est de lui interdire des produits. Et donc, effectivement, on se retrouve dans une position qui n'est pas juste pour l'enfant, pour nous, et ça ne donne pas de bons résultats. Alors que si c'est collectivement, qu'on est collectivement responsable de ce qu'on donne à nos enfants à manger, alors là, ça change tout. Parce que c'est collectivement qu'on va faire des choix de société. Et, excusez-moi. C'est collectivement qu'on va faire des choix de société et les enfants ne seront plus tentés. Actuellement, on met les enfants en position de ne pas pouvoir résister. Ce sont des pièges qui sont dressés aux enfants. Ce sont littéralement des pièges. On essaye de profiter de les intoxiquer dès leur plus jeune âge, le plus tôt possible, de manière à ce qu'ils soient accros. Le système économique de la séduction et de l'enrichissement maximal tel qu'il est pensé actuellement nous tue. Alors il y a un moment, il va falloir vraiment qu'on réfléchisse, pas qu'on réfléchisse, c'est en train de se faire, à inverser tout ça, parce qu'on est en train de CREUVER. Alors soit on se retrouve chez les manches tous ensemble, et la notion de tous ensemble elle est hyper importante, soit c'est tous ensemble qu'on va y passer. Et pareil pour les enfants. Intestin qui fuit. Question de Chantal. Suite à la série des vidéos sur la fatigue chronique, j'ai écouté les 4 vidéos. J'avoue que j'ai vite passé la 3e, mais je vais y revenir. Mon problème se situe, je crois, au niveau de la fuite des intestins. Au plus loin que je me souviens, je suis une personne très stressée. J'ai 45 ans, je n'ai pas un rythme de vie stressant, pourtant mon corps est très acide. J'ai souvent des ulcères buccaux, beaucoup de problèmes d'estomac, énormément de gaz, ballonnement, toujours le ventre gonflé. Depuis 2 mois, le matin je prends vers 7 heures de l'eau avec du vinaigre de cidre et de pomme, puis par la suite je prends 1 litre de smoothie de fruits et un peu de verre. Une de feuilles de kale, donc ça doit être au Canada. 1 ou 2 feuilles de kale et 2-3 de laitue pendant la journée. Par la suite, vers 3 heures, je prends 1 ou 2 tranches de pain germé parce que j'ai faim et que je suis à mon travail. Le soir, excusez-moi. Le soir, vers 18 heures à mon retour, je mange des légumes crus ou cuits. En fait, je ne sais pas trop quoi manger et quelquefois je ne mange pas ou recherche à manger des pâtes alimentaires. Puisque mon problème se situe au niveau de mon intestin qui fuit, qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que tu mentionnes comme solution? Par où dois-je commencer? Merci beaucoup. Il y a 2 choses toujours pareilles pour réhabiliter une muqueuse intestinale, c'est, allez, on va faire clair, simple et schématique, de manière à ce que ça parle à tout le monde. 1. Arrêter de balancer des acides dans ses intestins. Arrêter de balancer des acides, ça veut dire arrêter de balancer des produits acidifiants. Arrêter de balancer des produits chimiques acidifiants, c'est-à-dire des médicaments anti-acides et ainsi de suite. Ça c'est la priorité, mais acidifiant, hein, tu prends la liste des produits acidifiants, tu vas voir, toutes les céréales et tout ça c'est acidifiant. Deuxièmement, désenflammer en apportant des produits anti-inflammatoires maximum, c'est-à-dire jus alcalin, jus de légumes en grande partie. Je suis plus fanat de jus que de smoothie. Hein. Parce que tu vois, quand tu fais un smoothie comme ça, tu as beaucoup de fruits, puis tu as un peu de verre. C'est cool, mais du verre, pour désenflammer une muqueuse intestinale, il en faut des quantités colossales. Il faut en balancer de la chlorophylle et des minéraux. Donc moi, je suis vraiment un partisan des jus et les fruits, hop, je les mange comme ça. Et après, mettre des plantes anti-inflammatoires, c'est le seul moyen. Il n'y a pas de secret. Il
Il n'y a pas de secret. Je t'ai dit, plante anti-inflammatoire, restaurative de la muqueuse intestinale, c'est l'aloe vera, fabuleux l'aloe vera, balayage intestinal par le psyllium à fond. Il y a une plante qu'on appelle l'hydraste du Canada. Il y a la réglisse en racine qui est excellente, l'orme rouge qui est excellente, la mauve qui est très adoucissante. Et avoir des graisses de bonne qualité dans ton alimentation. Attention hein, aux partisans du zéro graisse. Là, il y a des forcenés du zéro graisse sur le net. Pour moi, c'est une profonde erreur. Un peu d'acide gras de bonne qualité pour reconstruire la muqueuse intestinale, c'est plutôt intéressant. Graisse de coco, excellente. De l'avocat, des huiles chargées d'oméga 3, ça peut même être intéressant à la rigueur. Enfin, je dis des huiles, il vaut mieux les prendre sous forme, je pense, huile, parce que j'ai conseillé encore quelqu'un il n'y a pas longtemps. Mais du chanvre, de la chia, plutôt en graines entières. Si c'est trop dur quand c'est avec la coque, tu les prends décortiquées. Et tout ça, ça va t'apporter des oméga 3 de très bonne qualité et qui vont aider à reconstruire la muqueuse intestinale. Voilà, tout simplement. Alors, leucémie lymphatique aiguë. Question de Thomas. On m'a découvert il y a plus d'un an une leucémie lymphoïde. Je traversais à ce moment une période de stress intense. Je vivais littéralement dans la peur du lendemain et ceci s'accompagnait d'une alimentation non physiologique. Ma compagne m'a amené aux urgences, le diagnostic est tombé, j'avais 40 000 globules blancs en guerre dans mon corps et plus de 8 000 plaquettes. Donc réaction immunitaire très 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 forte. J'étais dans l'incapacité, donc plaquettes dans les choux. Et d'accord, j'étais dans l'incapacité d'être rapatrié dans cet état et j'ai donc commencé la première étape d'une longue série de chimiothérapie. J'ai pu rentrer un mois plus tard en France où mes traitements ont suivi leur cours entre 3 semaines en chambre stérile et les retours de 2 semaines à la maison. Début 2014, les résultats ne sont pas convaincants et les médecins m'ont laissé tranquille pendant 3 mois. Je me suis peu à peu intéressé au régime sans gluten et sans lait, puis je me suis naturellement tourné vers un régime végétarien. Puis j'ai rencontré un crudivore, il m'a encouragé à boire des jus, ce que j'ai fait en commençant une cure de jus de brosse. Résultat, les marqueurs n'ont jamais été aussi bas. S'ensuit un nouveau protocole de chimio qui s'avérera inefficace, voire même nocif, vu qu'à l'issue de celui-ci, les marqueurs sont remontés à un seuil qui n'a jamais été aussi élevé. Les médecins annulent la suite et depuis je suis à la maison en bonne condition physique mais souvent fatigué. Petite explication, la leucémie pH+, Philadelphie, signifie que les branches de deux de mes chromosomes s'inversent pour créer une cellule malade. Pendant chaque période à domicile, je prends un inhibiteur de protéine kinase qui empêche ces chromosomes de muter. La mutation génétique peut-elle être enrayée? Pourriez-vous me donner des conseils nutritionnels? Alors, je connais cette théorie génétique. Je connais cette théorie génétique de la leucémie. Je n'y crois que peu. Je pense que la mutation des chromosomes est une conséquence de l'acidose et non pas une conséquence génétique en tant que telle. De toute façon, c'est toujours pareil. La génétique se casse le nez sur l'épigénétique, l'expression circonstanciée de ta génétique en fonction du contexte dans lequel tu vis. Quand on parle de leucémie, quand on parle de cancer de la moelle épinière, on parle d'atteinte acide. On ne guérit jamais un cancer avec une chimiothérapie. On ne guérit jamais une tumeur avec une chimiothérapie. C'est impossible. C'est impossible. On peut supprimer la tumeur, on peut exploser tous les foyers tumoraux. On ne va faire que rajouter de l'acidité là où il y avait déjà beaucoup d'acidité. Les tumeurs et les cancers sont les résultantes de la situation du terrain acide. On ne guérit pas en rajoutant de l'acide sur de l'acide. C'est faux. C'est archi faux. On peut, je te dis, détruire le foyer tumoral. D'accord, mais ce faisant, la charge toxique, la charge acide va être supérieure. Donc quand on fait ce choix, il faut savoir pourquoi on le fait. Et pour moi, c'est vraiment un remède d'extrême urgence, mais ce n'est pas une solution. On ne guérit jamais rien. On guérit un cancer en renforçant le terrain et en le ramenant vers l'alcalinité. C'est tout, il n'y a rien de plus. Au niveau de la leucémie, au niveau de l'expression de tes chromosomes, j'en démords pas. La mutation génétique est liée à des attaques acides. On a vu énormément de mutations génétiques beaucoup plus aiguës, beaucoup plus marquées, et on sait très bien que c'est lié à l'attaque des acides. C'est n'est que lié à l'attaque des acides. La génétique telle qu'elle nous est présentée est pour moi une parfaite FOUTAISE. Ce qui veut dire que ça ne correspond à pas grand-chose. La génétique, elle se modifie, le terrain se modifie énormément, l'expression génétique... En fait, parler de notre génétique, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a que de l'expression génétique. Il n'y a que de l'expression génétique en fonction du contexte. Donc parler de notre génétique, ça n'a
aucun sens. C'est parler d'un truc qui n'existe qu'en théorie. Il n'y a que de l'expression génétique. Change l'expression génétique de ton patrimoine génétique et tu verras que tes chromosomes cesseront de muter. Ça, j'en démords pas. Tous les problèmes de leucémie... alors, une leucémie, ça commence toujours dans la lymphe. Tous les cancers commencent dans la lymphe. Pourquoi ? Pourquoi simplement? Parce que avant que la cellule soit intoxiquée, eh bien c'est parce que la lymphe a été elle-même intoxiquée. Tous les cancers commencent dans la lymphe. Tous les cancers sont sur un terrain acide. Tous les cancers demandent une seule et même chose, alcaliniser à bloc ce terrain, c'est-à-dire évacuer les acides et ramener des produits alcalins. Tous les cancers répondent à cette simple description. C'est pas compliqué de comprendre un cancer. Tu as des matériaux impropres dans la cellule qui font que la réplication cellulaire devient anormale. Que les acides stockés à l'intérieur même de la cellule, et les acides stockés à l'intérieur même de la cellule, c'est les acides venus de l'alimentation, mais c'est surtout les acides produits par ta propre cellule, par son métabolisme normal, qui ne peuvent plus être évacués parce que le milieu dans lequel elles baignent, ces cellules, eh bien, est trop congestionné. Donc ça ne peut pas sortir. Donc, c'est ces acides-là qui altèrent la réplication cellulaire, qui viennent attaquer directement les chromosomes et qui viennent attaquer directement le code génétique. Enfin, le patrimoine génétique qui nous permet de coder et de reproduire nos cellules. C'est uniquement ça. Donc, pour moi, la seule solution, c'est alcaliniser, 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 alcaliniser encore, balancer des minéraux, balancer du repos. Tu étais en stress intense, donc acidification intense. Pour moi, il n'y a rien de plus à comprendre. Excusez-moi. Bon, tu confirmes toi-même que les marqueurs sont remontés quand tu as fait une chimiothérapie. C'est normal, tu as rajouté de l'acidité, donc ton système immunitaire, il réagit, bam, aussi sec, c'est bon, il est en bon signe. On a des leucémies dans lesquelles on a des quantités de globules blancs hyper élevées. Ça veut dire qu'on est encore dans la phase d'activation du système immunitaire. On a des leucémies dans lesquelles on a les globules blancs dans les choux. Pourquoi? Parce que le système immunitaire est déjà épuisé. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand on a une hyper quantité d'un produit dans l'organisme, ça veut dire que l'individu est encore en relativement bonne santé et qu'il a la capacité de réagir. Quand on est en hypo-quantité, hypoactivité, que ce soit au niveau glandulaire, que ce soit au niveau hormonal bien sûr, que ce soit au niveau des globules blancs, des globules rouges, c'est uniquement là qu'il est passé en phase d'épuisement. On passe par une hyper et puis après par une hypo. C'est toujours comme ça, c'est simplissime. Donc, tu as les plaquettes qui est dans les choux, ça c'est normal. Quand tu as une atteinte de la moelle osseuse, qui a toujours les plaquettes qui sont dans les choux. Au niveau de la rate aussi, il y a des dysfonctions à ce niveau-là. Mais tout ça, ce n'est qu'une conséquence du terrain acide. Je veux dire, il y a encore le témoignage que j'avais balancé c'était en décembre, je crois, de Marion. Marion, dont l'enfant, la Guillaume, était à 2 doigts de se faire opérer, chimiothérapie, ablation de la rate pour une thrombopénie idiopathique. L'idiopathie, ça veut dire qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Thrombopénie, ça veut dire plaquette dans les choux. Guillaume, j'ai encore eu des photos cet été, il explose la forme, ce gamin. Il a pris des couleurs, il est magnifique. J'en parle souvent du petit Guillaume, mais c'est lui et toute sa famille, parce qu'ils sont tous à fond les ballons maintenant. C'est ma joie. Il y en a beaucoup qui sont ma joie. J'ai beaucoup d'enfants auxquels je pense très souvent, j'en profite pour les saluer, le petit Guillaume, Jules, auquel je pense très très fort. Et vraiment, voilà, tous ces enfants aussi, pour qui les parents se battent définitivement, les enfants se battent définitivement, ça pour moi c'est la plus grande joie. Et c'est des réussites, chacun à son niveau, c'est des magnifiques réussites. La seule chose qui est importante, c'est de comprendre la physiologie, de savoir que la victoire, elle est là, et qu'on peut être plus que vainqueur. C'est-à-dire, quand je dis qu'on peut être plus que vainqueur, c'est-à-dire que on va mettre en place une série de batteries de modifications de son hygiène alimentaire et de son régime alimentaire pour une pathologie spécifique, des symptômes spécifiques, et on est plus que vainqueur parce que c'est tout qui va changer, parce que l'individu est un individu, c'est-à-dire qu'il est non séparé, et que tout évolue en même temps, c'est-à-dire que la congestion, elle atteint
tous les organes, même si ça se manifeste préférentiellement à un endroit ou à un autre. Actuellement, si tu développes une leucémie, c'est que toutes tes cellules sont en train de s'auto-intoxiquer par leurs propres déchets partout dans le corps. Partout dans le corps. Et qu'après, on va te dire, il y a des métastases ici, des métastases là. Il n'y a pas de métastases du tout, ça n'existe pas. Ce qu'il y a simplement, ce sont des foyers correspondent à la même circonstance, c'est-à-dire impossibilité pour les cellules d'évacuer leurs déchets toxiques, d'évacuer les déchets toxiques reçus de l'extérieur et surtout les déchets toxiques issus de leur propre métabolisme. Et donc on est plus que vainqueur parce que autant l'intoxication elle est globale et les manifestations elles sont symptomatiques, ponctuelles, mais parce que ça correspond à des zones de plus grande fragilité dans le corps, mais que l'intoxication elle est globale, autant la bonne santé elle est aussi globale. C'est-à-dire que quand on va commencer pour un symptôme, c'est l'ensemble du corps qui va en profiter. On est plus que vainqueur, les gars. Donc, à titre personnel, Thomas, je continuerai à fond dans cette voie-là. Je ne m'inquiéterai pas de tout ce qu'on va me dire. Et c'est là où vraiment il faut se rendre compte que la connaissance a été confisquée par un système qui pousse dans le sens de la complexité, qui pousse dans le sens de la peur et qui pousse dans le sens de l'ignorance aussi. C'est-à-dire qu'on va te dire, oui, non mais attends, là, c'est bien joli tes jus, mais tes chromosomes sont atteints. Et donc ça veut dire que tu as une malformation génétique et que ça ne reviendra jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc le problème, c'est que si tu crois à ce message-là, tu vas laisser la peur, l'abattement, la dépression s'emparer de toi, tu vas t'acidifier d'autant plus et tu ne vas rien faire pour lutter puisque jamais ça n'évoluera. Moi je te dis ce qu'est ma conviction, quelles sont les choses que je constate tous les jours, c'est que toujours ça peut évoluer. C'est-à-dire que je ne connais aucune atteinte soi-disant génétique qui ne se soit vue gigantesquement améliorée par l'adoption d'un mode de vie physiologique. C'est donc que la génétique n'existe pas sans l'épigénétique. Aussi simple que ça. Allez, on se termine par une dernière. Candidose, anémie, arthrose. Question de Isabelle. Je regarde régulièrement tes vidéos. L'idée d'expérimenter la détoxination est devenue pour moi une nécessité. J'ai 42 ans et je traite des mycoses à répétition. J'en ai dans les selles aussi. Et depuis 2 ans, un début d'arthrose, perte de cheveux et une fatigue constante. Et des dépressions régulières. Un froid glacial dans le corps, des ongles rainurés, la vue qui chute aussi. Alors tout ça, on va te dire, tout ça, ce sont des symptômes disséminés. Alors on va peut-être te dire, si la personne est un peu plus costaud, tu lui as parlé de mycose, elle va te parler de candidose. Hein. Effectivement, tout ça, c'est la candidose. Alors comment autant de symptômes peuvent être liés à une candidose? En fait, ils ne sont pas liés à la candidose. Parce que la candidose, ce n'est pas le problème. La prolifération du candida albicans, ce n'est pas le problème. Tu vas dire, il y a des médicaments anti-candida, plein le truc. Donc le mec, il est gentil, hein, mais là, il a le jus vert qui fermente. Mais pas du tout. Le candida, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Le candida n'apparaît que parce que dans tes intestins, il y a une quantité énorme de matériaux en fermentation et en putréfaction qui collent aux parois et qu'il faut à tout prix nettoyer ça. Donc tous les médicaments anti-candida, c'est du bidon, c'est même dangereux. Le seul produit anti-candida que je connais, c'est le nettoyage intestinal. C'est la normalisation du régime alimentaire et c'est le nettoyage intestinal. Tout le reste, c'est plus dangereux qu'autre chose. Parce que le candida... Alors, pourquoi est-ce qu'on affilie ça au candida? C'est toujours pareil. Hein. On voit le doigt qui pointe la lune et on ne regarde pas la lune. Et là, c'est toujours pareil. On voit le candida, puis on ne s'intéresse pas au terrain qui fait que le candida est là. Hein. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le candida? Parce qu'en fait, quand il y a de la congestion comme ça au niveau de la barrière intestinale, ça veut dire qu'il va y avoir des atteintes, qu'il va y avoir de l'hyperperméabilité. Et à partir du moment où il y a une hyperperméabilité, il y a tout qui passe dans l'organisme. Donc après, arthrose, perte de cheveux, déminéralisation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acide qui passe dans l'organisme. Fatigue et froid, c'est toujours pareil, c'est la même chose. Fatigue, froid, froid, fatigue, c'est F, c'est pareil. Hein. Fatigue, froid, il me faudrait un troisième F, j'en ai pas d'autres. Mais abattement, dépression, fatigue, froid, abattement, dépression, trouble du rythme cardiaque, de la pression sanguine, maladie de Raynaud, fibromyalgie, maladie de Lyme, congestion un peu partout, tout ça c'est la même chose, c'est épuisement du système nerveux. Quand le système nerveux est épuisé, eh bien, le système éliminatif ne fonctionne plus, c'est-à-dire que les déchets s'accumulent. Il n'y a plus des boueurs dans ta ville. Et il n'y a plus des boueurs dans ta ville, donc les poubelles, elles s'accumulent, les poubelles s'accumulent, et donc il y a des tas d'agents auxiliaires qui arrivent, des microbes, des bactéries, des rats, des trucs comme ça, pour nettoyer. Le problème, c'est pas les rats, c'est pas en shootant les rats, c'est en enlevant les ordures. Si tu enlèves les ordures, tu n'auras plus de rats.
C'est aussi simple que ça. Donc le problème, c'est pas de shooter les rats, parce que les rats, ils reviendront sans cesse. Pourquoi? Parce que les rats sont nécessaires. Les rats sont nécessaires, ils sont suscités, ils sont appelés, ils sont suscités, les microbes, les bactéries, ils sont suscités par l'État. J'ai arrêté le gluten depuis 2 ans, mais je consomme encore des produits sans gluten. Je cuisine beaucoup et tout est fait maison. Super. J'ai une consommation importante de légumes. J'ai commencé une monodiète de bananes. Je me retrouve constipé. Est-ce qu'elles sont assez mûres, tes bananes? Ça, c'est toujours la difficulté. J'ai commandé le mélange balai intestinal et antiparasite que je n'ai pas encore commencé. Faut-il attendre la consommation de jus vert pour les prendre? Non. Alors attention, le mélange antiparasite, il aide à réguler, mais ce n'est pas un antiparasite, parce que sinon je ne serais pas cohérent du tout dans ce que je dis. Je ne pourrais pas le recommander. Le mélange antiparasite, il aide, si le nettoyage des intestins se fait, il aide à réguler les populations de... on les appelle des parasites, moi je dirais de commensaux, d'une certaine manière. Je suis exténué et ne sais plus où aller. Je sais que dès que je mange très peu comme maintenant, ou que j'entame un jeûne, mon corps réagit violemment. Il y en avait beaucoup, pardon. Je sais que dès que je mange très peu, comme maintenant, ou que j'entame un jeûne, mon corps réagit violemment, vomissement, nausées, maux de tête, vu qu'il se trouve. Même s'il faut en passer par là, quand faut-il s'inquiéter? Il faut en passer par là, pas obligatoirement. Ça veut juste dire que tes émonctoires ne fonctionnent pas vraiment. Pourquoi? Parce que ton système nerveux est complètement épuisé. Donc moi, je dirais transition douce. Tu ne sais pas par où commencer. Commence par nettoyer les intestins, commence par les jus et commence par nettoyer les intestins. Pour moi, c'est toujours la priorité. Quand on ne sait pas par où commencer, on commence par nettoyer les intestins. Si on peut se payer des irrigations coloniques, tant mieux. Si on ne peut pas, il n'y a pas de souci. On s'achète une poche à lavement. Et j'en ai acheté un stock là pour en avoir à la maison, parce qu'il y a toujours du monde qui passe. Je les ai payés 8 €. C'est à 8 € sur le net. Tu tapes poche à lavement. 8 € sur le net, la santé pour 8 € quoi. Franchement, tu te mets ta poche à lavement, tu te fais un lavement, c'est-à-dire que tu fais passer rapidement, tu vas pouvoir faire passer les 2 litres d'eau, tu masses, tu fais bien circuler dans tes intestins et tu rejettes ça. Et là, tu vas nettoyer tout ton côlon. Alors après, ça suffit pas parce qu'il y a aussi l'intestin grêle à nettoyer. Et pour ça, le balai intestinal, le psyllium, c'est parfait. Il n'y a rien de plus à rajouter. Tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies. Les jus verts vont aider à reminéraliser ces parois, donc à ramollir ces croûtes-là, à faire en sorte qu'elles vont partir, tous ces dépôts qui sont secs, qui sont déminéralisés, qui sont secs et qui sont collants aux parois. Et il faut aussi, ce faisant finalement, tu vas renforcer toute ta paroi intestinale, tu vas faire qu'il y a moins de déchets qui passent à l'intérieur du système, donc ton système éliminatif va être moins sollicité, donc tu vas pouvoir commencer enfin à te reposer, parce qu'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de récupération tant qu'il y a des produits toxiques qui passent à l'intérieur. Tant qu'il y a de l'endotoxémie, tant qu'il y a de la toxicité qui passe des intestins dans le milieu intérieur, vous aurez beau rester allongé, en permanence, votre système éliminatif sera sollicité et en permanence, finalement, vous allez vous épuiser. Vous vous fatiguez à ne rien faire. On dit souvent, lui, il est fatigué à ne rien faire. Pourquoi? Simplement parce que parce qu'il y a trop de produits toxiques qui passent au niveau de l'organisme et qu'en permanence, il s'auto-intoxique. On ignore ce phénomène de l'endotoxémie et pourtant, il est primordial. C'est pour ça qu'il faut commencer par les intestins. Si on n'arrête pas ces fuites, et qui génèrent finalement cette auto-intoxication, eh bien, on a beau essayer, on ne se retape pas. Pourquoi? Parce qu'on s'intoxique tout le temps. C'est une priorité, des priorités, des priorités, des priorités. Donc voilà moi comment je dirigerai mon action. Priorité au dégagement de la sphère intestinale. Tout mettre pour ça. Ça ne demande pas d'argent, ça ne demande pas de moyens particuliers, tout le monde peut s'y mettre. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est vraiment ça qui est fabuleux. Bon, j'essaye de simplifier au maximum, on va s'arrêter là, parce qu'il y a pas mal de choses à faire ce matin. On va s'arrêter là. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que c'est simple. Vous le voyez dans ces vidéos, c'est simple. Enfin, c'est simple, ça demande des petites adaptations, mais c'est relativement simple. Je vous l'ai dit, je l'ai encore résumé dans cette vidéo. Il y a 2 sphères particulièrement à cibler, la sphère intestinale, la sphère nerveuse. Ça va vraiment aider. Passer sur un régime physiologique. Un régime physiologique, c'est un régime essentiellement basé sur les fruits et les légumes crus, en grande partie. Les jus peuvent aider de façon colossale. Les jus de légumes sont vraiment une panacée et transforment une vie, réellement. Les plantes médicinales vont aider énormément aussi. Le repos aussi, revenir à un régime physiologique. Et tout le monde va voir des améliorations colossales. Après, on fait des petits ajustages, mais garanti, tout le monde voit des améliorations. Si vous ne savez pas par où commencer, les intestins et la sphère surrénalienne, il y a toutes les chances que vous fassiez mouche.
Et vous savez pourquoi j'ai à cœur que ça se passe comme ça? Parce que comme vous l'avez entendu, il y a des gamins actuellement qu'on est en train de sacrifier. Pourquoi? Parce qu'au niveau global, on est maintenu dans l'ignorance. Donc il s'agit que chacun de nous, on se retape vite fait, parce qu'on a besoin de héros. Alors pas de héros H-E-R-O-S, parce que là, ce type de héros, je crois que moi, en tout cas, personnellement, j'en ai soupé. Hein. On a besoin de héros au sens de héros du Moyen-Âge, c'est-à-dire des gens qui portent la bonne parole et qui l'ouvrent grande, hein, parce que ce monde a besoin d'entendre une parole vraie, une parole de vie, une parole qui mène à quelque chose qui tient de l'enthousiasme, de la pleine santé, de ce qui a été prévu pour nous à l'origine et qu'on a complètement perdu, de cette joie, de cet enthousiasme, de cet entrain, de cette force, de cette positivité qui est pour nous, qui est pour chacun de nous, vraiment. Donc se retaper pour porter ça encore et encore. Merci. Merci d'être engagé sur ce chemin. Bonne régénération à tous. Bonne découverte, bonne aventure. Et bon jus. Avant tout. Non, je dis ça parce que il va falloir que je pense à me faire un petit jus.